Quand en fait vous avez déjà sorti un bébé et qu'ils se remettent en position autour de vous et que là ils vous disent « Et madame, c'est reparti, on reprend une grande inspiration et on repousse !» Et là je me dis « Non mais je vais mourir !» J'étais tellement au fond du gouffre que en fait qu'un EHPAD me faisait rêver. Parce qu'aujourd'hui il y a une forme de culpabilité d'appeler à l'aide et en fait si on demande de l'aide, on est des mauvais parents. Quand vous rentrez en parcours de PMA et en parcours d'infertilité, on tombe très rapidement dans les tréfonds des forums hyper anxiogènes. Ouais. J'ai dit ce qui m'a traumatisée, c'est d'avoir porté la mort pendant 1 mois. Dans mon entourage, tout le monde a enjolivé l'arrivée du bébé. Et quand j'ai eu ma fille, je me plaignais de mon état à mon entourage. J'étais fatiguée, je ne dormais plus, j'étais un zombie. Mes proches m'ont fait culpabiliser et pourtant, on a vraiment besoin d'être soutenu pour y arriver. Le témoignage de cet abonné traduit une réalité forte qui touche de nombreuses femmes et qui mérite vraiment d'être discutée. Entre la grossesse idéalisée et la réalité parfois très dure du corps, de la douleur et de l'après, il y a un vrai décalage. Aujourd'hui, on a voulu raconter cette réalité-là, sans filtre. Bienvenue dans B comme Beauté, le podcast Blissim qui explore la beauté dans toutes ses dimensions, y compris les plus intimes. Ici, on parle sans filtre, mais toujours avec bienveillance. Parce que le corps, les épreuves et la santé mentale, ça fait aussi partie de la beauté. Aujourd'hui, on reçoit May Berthelot, créatrice de contenu et maman de jumelles, qui a accepté de venir nous confier son histoire sur son postpartum. Bonjour May. Bonjour Anaïs, bonjour Clémence, bonjour. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous en dire un peu plus sur le début de ta grossesse avant qu'on parle plus en détail de la période du postpartum ? Alors effectivement, je suis créatrice de contenu, je suis surtout spécialisée sur tous les contenus de décryptage, sur la mode, le luxe, la lutte anti-contrefaçon, la seconde main, etc. Tout ça vient du fait que j'ai surtout ouvert un compte Instagram il y a pas mal d'années pour me faire des copines, et puis qui s'est transformé en quelque chose de plus sérieux où finalement j'ai décidé de partager mon métier parce que pendant 12 ans, j'ai dirigé la lutte anti-contrefaçon de différentes plateformes de seconde main de mode. Trop bien. Voilà, en France et en Europe. Et ma carrière, c'était un petit peu tout pour moi. On y reviendra plus tard. Mais et puis il y a eu donc je me suis mariée et avant de commencer ma dernière grosse expérience professionnelle, et au bout d'1 an, avec mon mari, on s'est dit qu'il était l'heure d'essayer d'avoir un bébé. Une famille. Exactement. Il s'est passé des choses assez graves sur lesquelles je vais pas forcément revenir, mais en tout cas je tombais pas enceinte. Alors ça a pas duré extrêmement longtemps, je crois que ça a duré 7 mois, mais on s'est quand même posé des questions, surtout parce que à l'issue de ces 7 mois, j'étais dans un état de santé un petit peu catastrophique. Okay. Et donc, on en a profité pour faire des tests de fertilité. Et donc là, on est début 2024. On fait tous ces tests assez confiants, je crois. Et en fait, on réalise qu'on est tous les deux infertiles. Okay. Donc là, le monde s'écroule parce que ce qu'on pensait très simple et pas tant que ça finalement. Ouais, j'en avais parlé justement dans un autre podcast. Je disais que c'était un peu comme se prendre un 35 tonnes en plein visage. Je me rappelle encore être en train de pleurer sur le boulevard Saint-Germain. Au départ, tu peux associer ça au stress. Tu dis, ok, en fait, ça met un peu plus de temps que prévu. Alors, justement, c'est ce que nos proches nous disaient. Ils nous disaient, vous avez traversé des choses vraiment pas cool, donc il ne faut pas vous prendre la tête. Ça viendra. Il ne faut pas se stresser, etc. Il s'avère en tout cas que les résultats ne sont pas bons. Mais en fait, autour de nous, on n'a pas vraiment entendu parler d'infertilité, on n'a pas vraiment entendu parler de FIV, de PMA, hormis auprès de 2 couples qui acceptent de me partager leur expérience et dont une justement qui me transfère chez le médecin qui l'a suivi. Et en fait, les 2 expériences de ces personnes sont des expériences qui ont fonctionné du premier coup. Okay. Ça donne espoir quand même. Donc, ça donne beaucoup d'espoir. Ouais. Mais là où il y a un sujet, c'est qu'en fait, ça donne trop d'espoir. Ouais. Donc, à ce moment-là, je cumule effectivement mon boulot qui est extrêmement prenant. Je voyage énormément, je vis dans mes valises.
Et en plus, je fais de la création de contenu à côté. Donc, je cumule les deux parce que je suis une dingue de boulot et qu'en plus, je suis passionnée par ce que je fais. Donc, oui, c'est ta vie. Enfin, c'est ma vie. Voilà, tu aimes ça, tu le fais par plaisir. C'est ma vie, j'aime ça. Mais effectivement, je suis épuisée. Ça, c'est un fait. Et je me dis, bon, je pars la fleur au fusil. On y va, on rentre en FIV. Voilà. Là, ce qui me surprend, c'est que déjà, pour obtenir un rendez-vous, ça prend du temps. Et qu'ensuite, les salles d'attente sont pleines de monde. La gynécologue m'explique que, en fait, il y a plus d'un couple sur 4 finalement aujourd'hui qui est touché. Non. Et là, mais là, tu dois te dire, mais attends, comment ça se fait que j'en entende pas parler autour de moi? C'est exactement ça. Et donc, je ne comprends pas. Et je me dis, c'est bizarre, j'en entends pas parler, je comprends pas. Hormis pour ces 2 couples et puis des histoires que j'ai pu entendre quand j'étais plus jeune, etc. Mais comme le sujet m'intéressait pas forcément, j'avais pas forcément retenu. Et finalement, je me dis que je vais en parler publiquement parce qu'Instagram, en fait, ça ne sert pas qu'à faire de la création de contenu qui, somme toute, peut être intéressante, mais qui peut être aussi extrêmement superficielle. Et j'ai toujours voulu, en tout cas, peut-être mon côté un peu délégué de classe, m'engager sur certains sujets. Et puis j'ai pas de honte à partager ces sujets-là. Et pour moi, en tout cas, ça ressort pas forcément de quelque chose d'extrêmement intime quand ça peut aider d'autres personnes. Oui, c'est ça. Donc, justement, toi qui n'avais pas ces repères-là sur les réseaux, etc., tu as voulu partager ce que tu n'as pas retrouvé quand, justement, tu te posais cette question. Pourquoi, en fait, à part les 2 couples que je connais, j'en entends pas plus parler, quoi. C'est ça. Ou sinon, je trouvais des comptes extrêmement spécialisés sur le sujet. Mais finalement, pour moi, c'était plus anxiogène, je pense. Et je crois que j'avais envie de, finalement... Je cherchais plutôt du contenu de quelqu'un qui, en fait, avait une vie normale, des activités classiques, qui ne parlait pas que de PMA et qui racontait un peu sa vie. Enfin, en fait, dans le quotidien, dans le quotidien et qui allait marquer. Donc, c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait, je suis... Alors, quand vous rentrez en parcours de PMA et en parcours d'infertilité, on tombe très rapidement dans les tréfonds des forums hyper anxiogènes. Ouais. On rentre en parcours de PMA, on rentre en FIV. Je fais... donc, on fait... vraiment en me disant, bon, allez, c'est parti, injection, go. Ça va le faire. Hyper confiante. Et donc, on fait première ponction et on partait pour faire un transfert frais. Sauf que je réagis extrêmement mal aux médicaments qui préparent au transfert frais. Surtout, il y a un très gros impact, c'est qu'en fait, les injections, c'est tous les jours à heure fixe, mais qu'on a un suivi médical à côté qui est donc échographie pelvienne et prise de sang toutes les 24 à 48 heures. Ok, donc tu dois aller voir en fait c'est obligatoire. ton médecin ou ton gynéco. Et en plus, à côté, tu as ta carrière qui tourne. Et à côté, tu as ton travail qui tourne. Et ta vie de couple aussi. Et ta vie de couple, mais c'est surtout la carrière à ce moment-là qui est extrêmement impactée. Et donc on peut dire ce qu'on veut. En fait, l'impact, ça s'insère insidieusement dans notre quotidien et en fait, ça commence à prendre toute la place. Voilà. Donc, première ponction, je réagis très mal aux médicaments qui suivent, mais surtout, les douleurs sont affreuses. Et là, il y a ce premier délai en fait, de 5 jours où on attend de savoir si on a des embryons qui survivent ou pas. On obtient 2 embryons de qualité plutôt OK à moyenne. Et là, j'ai quand même la première grosse douche froide. Parce que moi, mes 2 copines avaient eu chacune 9 embryons de qualité exceptionnelle. Donc, j'étais persuadée qu'il allait m'arriver la même chose et ce n'était pas du tout le cas. Et donc je me retrouve avec ces deux embryons. Mais bon, on se dit, OK, c'est parti. Premier transfert. Le premier transfert ne fonctionne pas. Et là, je me retrouve dans un état d'épuisement. Ce qui est terrible, et pareil, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est que moi, je l'ai vraiment vécu comme un arrêt de grossesse, en fait, en fait cet échec de transfert. Parce que pour moi, il y a eu un transfert, donc, et puis j'étais sûre que ça allait prendre. Tu mets de l'espoir aussi dedans, donc forcément, tu as une déception. C'est ça. Et puis, surtout, ce qu'on ne t'explique pas tout de suite, c'est qu'en fait, nous, en PMA, on ne fait pas des tests de grossesse urinaires, on fait des tests de grossesse via prise de sang. Ouais. Et en fait, il y a un taux de bêta-HCG. Il doit doubler, c'est ça, non ? Ouais, alors qu'il doit doubler toutes les 48 heures, mais là, c'est surtout le premier taux. Et moi, j'avais quand même En fait, j'avais compris qu'au-dessus de 5, j'étais enceinte. Okay. Donc, en fait, quand j'ai ouvert, je crois que je sais plus, le taux devait être à 20, un truc comme ça. J'étais persuadée que j'étais enceinte. Donc, j'ai sauté en l'air, j'appelle mon meilleur pote, je dis, je suis enceinte.
ça a marché, c'est trop bien, etc. Et pas du tout, en fait, l'infirmière de ma gynécologue m'appelle et me dit, mais vous n'êtes pas enceinte, en fait, ça n'a pas pris. Ouais. Donc là, première douche froide, et elle me dit, bon, c'est pas grave, au Laker, de toute façon, là, on y retourne dans un mois. Donc, il y en a un deuxième, etc. Et c'est vrai que finalement, j'avais trouvé cette approche hyper rapide, mais au final, bon, elle me dit, on y T'es retourne. dedans et tu y retournes directement. Le deuxième transfert arrive, je mets toutes les chances de mon côté. Et puis là, donc on attend. Alors c'est pareil, c'est toujours les attentes interminables, donc 9 jours d'attente après le transfert pour savoir si ça a pris ou pas. Et effectivement, ça a pris. Voilà. Mais le taux est faible. Ok. Et donc c'est pas hyper rassurant dès le départ, sauf que 48 heures après, le taux est multiplié par 4. Okay. Et ça ne fait qu'augmenter. Je me retrouve avec des symptômes assez forts rapidement. Et on fait donc je suis quand même très inquiète, donc je fais très vite une première échographie un petit peu trop tôt. Et effectivement, bon, là, tout se passe bien à ce moment-là. Donc on se dit, OK, c'est chouette. Et puis, en fait, on refait une échographie 2 semaines après. Et là, c'est terminé. Voilà. Donc, je pense que ce qui a été le plus dur dans cette histoire, c'est que en fait, c'est très compliqué d'arriver à la grossesse et qu'en fait, il ne part pas. Et que je pense qu'il y a un très mauvais suivi sur les arrêts de grossesse. Plus, pas tellement dans le côté prise en charge, parce que quand on est pris en charge, ça roule. C'est plus dans le côté comment, en fait, où se diriger vers c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment t'es accompagnée. Et à ce moment-là, en fait, c'est ce que j'ai dit, ce qui m'a traumatisée, c'est d'avoir porté la mort pendant 1 mois. Parce qu'en fait, entre le moment où j'apprends que c'est terminé et que finalement, donc je passe 7 heures... donc en fait, on attend qu'il parte tout seul parce que le but, c'est que ça n'ait pas de séquelles, en fait. J'ai pas de séquelles ensuite pour la suite du parcours. Oui, donc pas d'intervention chirurgicale, voilà. etc. Donc déjà, c'est mon dernier embryon. Donc je sais que je vais devoir repartir... je vais devoir repartir sur la route. J'attends qu'il parte. Il ne part pas. Je finis donc par aller aux urgences. J'attends 7 heures durant lesquelles tellement de femmes accouchent, 3 césariennes, enfin terrible. Je suis obligée de refaire une échographie. C'est horrible. Ouais. Bref, je prends les médicaments qui malheureusement ne fonctionnent pas. Donc en fait, tout ça a duré beaucoup de temps en fait. Et donc je crois que c'était quasiment 1 mois, c'est ça. Jusqu'à la fin où finalement on me dit, bah non, en fait, le sac est toujours là. Là, on est quand même sur un risque de septicémie. On est à quasiment 1 mois. Donc, en fait, là, il faut prendre un rendez-vous en urgence et vous partez en curetage. Voilà. Bref. Et c'est vraiment, je pense, une des périodes de ma vie où j'ai été folle. Je me revois quand même pleurer à 4 pattes dans mon salon. En fait, de l'injustice de la situation. La violence de tout. Je me posais la question en t'entendant en parler. Est-ce que tu parlais d'accompagnement, est-ce que tu as aussi des suivis psychologiques qui te sont proposés ? Oui, voilà, proposés dans ces moments-là. Est-ce que pour que tu sois pas toute seule en fait dans cette situation ? La gynécologue justement nous disait c'est bien d'avoir un suivi psy, mais c'est vrai que moi en fait, l'emploi du temps était trop chargé. Non, mais c'est la parce qu'en fait, ta vie, elle continue derrière. Ta vie continue derrière. En fait, tu dois aller au travail, tu dois faire tes courses, tu fais tes lessives. Alors que ton monde s'écroule et toi, t'es au milieu. T'as tes meetings et tu dois continuer. Et toi, tu continues. Donc c'est vraiment... T'avais prévenu ton travail que tu étais en parcours de PMA ? En fait, très sincèrement, alors j'admire les femmes qui arrivent à le cacher. Et souvent, elles ont de la chance parce qu'elles habitent à côté de leur médecin. Moi, c'était pas mon cas. Donc souvent, ça me bloquait toute la matinée. En fait, je comprends parce que j'ai pour le coup reçu beaucoup de témoignages de personnes en fait qui ont été vraiment discriminées au travail, etc. Et c'est horrible. Mais moi, je l'ai dit tout de suite et ça a été hyper bien accueilli. Et tout a été aménagé. Mais
le fait est que ça continue. n'enlevait pas la charge de travail Oui. et qu'au final, il fallait bien quand même que je rattrape les choses et que le business de ma boîte ne s'arrête pas, quand bien même ils sont adorables et quand bien même ils sont hyper compréhensifs. Ça bouge pas. Il y a ce curetage qui a lieu. Voilà. Et donc, j'ai tellement de notes dans mon téléphone où j'écris des textes désespérés. Enfin, c'est vraiment, vraiment affreux. Et donc, a lieu le curetage. Et à nouveau, c'est un moment où je ne veux pas me sentir seule. Et en fait, c'est là que j'ouvre le matin du curetage mon canal de PMA. Ok. Sur lequel... Sur Instagram. Qui s'appelle toujours PMA. Et sur lequel, aujourd'hui, on a plus de 5000 personnes qui... Alors maintenant, j'ai trop de chance, j'ai des gynécologues qui sont dessus. J'ai plusieurs bénévoles qui repostent les messages, etc. Et c'est vraiment... c'est top parce que c'est tout ce que moi, j'aurais aimé avoir pendant le parcours. Et là, en fait, c'est très compliqué ce curetage parce qu'en fait, en France, quand on fait un curetage avant 14 semaines, je crois, ça s'appelle une IVG, en fait. Et sauf que dedans, il y a le mot volontaire. Ouais. Ça, Et en fait, moi, je nouvelle comprends claque. pas. Ouais. Et donc, les gens viennent me voir. Ils sont très gentils à l'hôpital, mais ils me disent oui, bonjour, c'est pour l'IVG. Je dis mais non, mais pas du tout. Donc, moi, je comprends pas. Je dis mais non, je viens pas du tout faire une IVG. Et donc, en fait, jusqu'au moment où finalement, je suis descendue au bloc, je suis avec mon mari, donc ça va plutôt bien. Et puis là, on arrive au bloc et là, je pète les plombs. Mais j'ai la chance de tomber sur un chirurgien exceptionnel qui, je me rappelle, parce que je tremblais, etc. Et là, il essuyait mes larmes, il me touchait la joue et il m'a dit « C'est hyper difficile ce que vous êtes en train de vivre, mais je vous assure, ça va durer 15 minutes. Vous êtes hyper courageuse. Et dans 15 minutes, c'est fini, on tourne la page. » Et ces infirmières, après, sont venues. Il y en a une qui m'a pris les mains et elle m'a dit « On sait que c'est pas volontaire. Nous, on le sait. Donc vous inquiétez pas. » Voilà. Et après, s'en suivent... Donc là, j'ai demandé à quitter mon job. Ok. Première décision. Ouais, alors j'en pouvais plus. Ouais. Je pense que c'était trop dur. Et je me suis dit que... En fait, là, c'est surtout que je pense que dans ces moments-là, on perd espoir. Et du coup, tous les témoignages de personnes pour qui ça a duré 4 ans, 10 ans, etc. Et là, je me dis, en fait, c'est ce qui va nous arriver. Et j'ai besoin d'avoir un métier dans lequel je suis libre de mon emploi du temps. Et donc là, je me dis, il faut que je fasse un choix entre les deux. De toute façon, la gynéco l'a dit. Elle m'a dit, vous allez me péter dans les doigts, vous travaillez tellement que là, il va falloir prendre une décision. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre. Et je me rends compte que... Tu le fais par conscience professionnelle ou tu le fais vraiment pour toi? Ou est-ce que tu te dis, toi qui as l'air très carriériste, très ambitieuse, est-ce que tu le dis, ok, il faut que je le fasse parce que en fait, j'arrive plus à me donner à 100% dans mon taf? Ou est-ce que tu le fais pour toi, pour mener à bien ce projet-là? Tu vois, Anaïs, c'est une période qui est assez floue encore aujourd'hui. Je peux pas vraiment te dire. Je pense que je suis tellement folle à cette période que, en fait, me retrouver en réunion, j'ai l'impression d'être totalement ailleurs. Ouais. Ça n'a pas de sens, en fait. En fait, voilà, c'est les choses n'ont plus de sens pour moi. Et... Ça doit être difficile quand même quand tu as construit ta carrière comme ça. Ouais. C'est qu'en fait, je pense que effectivement, le sens des priorités peut-être évolue et change, où tu te dis justement, tu te bats pour quelque chose qui va avoir du sens toute ta vie. Effectivement, le travail, quand tu es une personne hyper ambitieuse, carriériste, c'est hyper important. Mais je pense qu'effectivement, ton sens des priorités derrière, change. le projet derrière, il y a vraiment quelque du chose sens, de plus grand. Mais là, je pense vraiment qu'à ce stade, je suis pas tellement dans le sens. Okay. Ouais. Je pense que vraiment... Parce que tu as besoin de souffler et tu fatigues trop, quoi. Je pense que je suis au bout, au bout de tout ce que tu pouvais donner. Du rouleau. Et vraiment, j'ai eu des idées très noires pendant cette période. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de rationalité à ce moment-là. Surtout que le point que je n'ai pas abordé, c'est qu'en fait, moi, ma carrière, c'était tout. J'ai jamais eu de gros désirs de maternité. Okay. Et je pense que l'arrêt de cette première grossesse, en fait, m'a fait réaliser à quel point je voulais être maman. Moi, c'était surtout, cette quête de maternité, c'était surtout parce que mon mari rêvait d'être papa.
c'était avant toute chose. Donc, c'est avant tout par amour, je dirais. Qui après... Alors, c'était pas un désir qui n'existait pas, bien entendu. Mais je pense qu'il y avait vraiment ce côté où, par amour, je voulais lui faire des enfants avec mon mari. Mais à côté, effectivement, voilà, ma carrière était quand même prioritaire. Ouais. Donc, voilà. Donc, tu quittes ton travail. Ouais. Et après, ça finit par fonctionner. Exactement. Tu tombes enceinte. En fait, l'été passe. Moi, je veux absolument repartir en PMA parce que moi, je pars toujours la fleur au fusil. Bien sûr, j'anticipe tout. Je suis assez carrée comme personne. Mais en revanche, je suis une nana de l'action. Donc, en fait, quand j'ai un projet en tête, c'est pas demain, c'est tout de suite. J'ai un plan, j'ai des tableurs Excel, etc. Enfin, donc voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, on m'avait diagnostiqué des trompes bouchées. Okay. Ça, c'est le diagnostic de base qui, du coup avait amené à la FIV, nécessairement. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en fait, le diagnostic était erroné. Et donc, je me fais opérer en septembre par le même chirurgien qui a fait le curtage, exactement. Et donc, je fais ce qui s'appelle une cœlioscopie exploratrice. Et en fait, à mon réveil, il s'avère que mes trompes n'ont jamais été bouchées. En fait, je suis née avec j'ai grandi en tout cas, et j'ai une malformation des trompes, dont notamment une qui n'était pas très bien ouverte. Et on découvre aussi que je fais de l'endométriose. Alors, un petit peu, mais en tout cas, j'en fais, que j'ai de l'adénomiose, on trouve des kystes, etc. Et en fait, tout ça, il m'explique que tout ça fait que, in vivo, ça rendait les choses assez compliquées. Mais ça ne veut pas dire que tu étais totalement infertile. Alors, ça veut dire que c'était compliqué. Voilà. Mais donc, ce qu'il me dit à l'issue de cette opération, il me dit, en revanche, là, il y a des chances que ça fonctionne naturellement. Il me dit ça. Donc, je me dis, quand même, etc. Mais c'est quand même un sacré espoir. Mais du coup, tu sais pas trop comment on donne une assiette en porcelaine, quoi. T'es en mode, il faut pas que je la fasse tomber, quoi. Mais on t'a dit l'inverse, et là, maintenant, on te dit que c'est possible. Mais franchement, ça me donne un gros coup d'espoir. Je dois avouer qu'à ce moment-là, c'est hyper positif. Ouais. Et je m'inscris pour prendre des cours à côté et continuer un petit peu la création de contenu. Mais c'est vrai que là, ce qui est le plus important pour moi, c'est le parcours de PMA. Et donc, je refais une FIV au mois de... J'enchaîne tout de suite après l'opération. Je refais une FIV, une deuxième, avec des traitements différents. Et là, je suis malade pendant des semaines. Et je me dis, mais heureusement que je ne travaille plus. Parce que je vomis tous les jours. Je suis sur un bateau toute la journée. Ça s'enchaîne avec les injections qui me font hyper mal. Vraiment, c'est compliqué. Mais étrangement, la ponction se passe mieux. Puis peut-être qu'effectivement, tu as l'esprit plus libre, entre guillemets, où il est presque uniquement centré sur ce parcours-là, même si tu as ton activité de création de contenu à côté. Ouais. Mais je pense que ça a dû te libérer inconsciemment aussi. Possible. Le fait d'avoir quitté ton travail et d'être à 100% sur ce projet-là. Possible. Je pense que j'avais moins de culpabilité. S'il faut trouver quelque chose, c'est que je pense que j'avais moins de culpabilité dans le fait de me dire que je pouvais me concentrer à 100% sur ce projet. Et donc là, c'est reparti dans les montagnes russes et la ponction est catastrophique parce qu'on retire que 3 ovocytes. Nouvelle douche froide. Mais finalement, ces 3 ovocytes sont fécondés. Donc là, douche chaude. Et puis, la douche froide, on attend les 5 jours et il en reste un seul qui a survécu. Et là, je suis en larmes, mais mon mari aussi, parce qu'en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus ? C'est-à-dire on me dit que moi, je suis trop fine, on dit que mon mari, il est en surpoids, on dit, alors qu'à côté, nous, on a des copains qui boivent tout le temps, qui se droguent, qui sont en surpoids, qui font des bébés en éternuant. Donc, on se dit, non, c'est pas juste. C'est pas juste. On comprend pas, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus. Sauf qu'on nous dit, cet embryon, il est de la meilleure qualité qui existe au monde. Et là, elle nous dit, bon, écoutez, les gars, là, on met toutes vos chances de votre côté. Donc, on va tout tenter au moment du transfert. Et moi, je dis, non, moi, ce que je veux, c'est refaire une FIV parce que je veux justement avoir d'autres embryons. Je survivrai pas encore à des nouveaux échecs, à des nouvelles fausses couches. Je veux pas revivre tout ça.
Et en fait, en France, c'est pas possible. Donc, il faut transférer. Et quand il n'y en a plus, on peut refaire. On peut refaire. Sauf quand on fait une ponction blanche, auquel cas, c'est une FIV blanche, donc il n'y a pas eu d'embryon. Et donc là, on tente le tout pour le tout. Mais le tout. Et le 13 novembre 2024 a lieu le transfert de l'embryon. En plus, je suis malade, donc je me dis, là, ça va pas le faire. On attend, je pense, 1h30. En fait, ma gynécologue s'est bloqué le dos. Elle a 6 transferts d'embryons à faire ce matin-là. On la voit arriver, elle est comme ça. Et là, tu te dis, c'est super, c'est une bonne journée. Elle se fait assister. Et ce jour-là, elle fait un strike, puisque ces 6 embryons ont donné 7 bébés. Ouais. C'est incroyable. Et donc là, il faut attendre 9 jours à nouveau. Donc moi, j'attends 9 jours. Et là, je fais ma prise de sang. J'ai aucun symptôme, rien du tout. Je fais ma prise de sang. Et là, j'ai un taux de bêta-HCG délire. Qui ne fait qu'exploser. Donc là, tu te dis... Déjà, tu souffles une première fois. Je souffle. Non, je souffle pas. Non, t'es toujours en apnée. Je vais mentir de dire que je souffle. Non, je souffle pas du tout. En fait, je rentre dans une phase d'angoisse qui va durer 16 semaines. C'est long, 16 semaines. Est-ce que t'avais peur de reperdre le bébé ? Ouais. Là, je sais pas que j'ai peur. Là, je suis terrorisée. Terrorisée. Et j'ai aucun symptôme. Surtout, j'ai aucun symptôme. J'ai Alors que la première fois, t'étais un peu malade déjà, ce que tu disais. Ouais, c'est ça qui est bizarre. J'ai des taux plus faibles, mais c'est assez bizarre. Donc là, ça continue. Les taux augmentent. Mais il faut attendre 7 semaines avant de pouvoir faire la première écho. Et cette fois-ci, je décide de ne pas en faire une... En avance. Naturellement, ouais. Sauf qu'en fait, les taux sont tellement énormes que... Comme j'ai peur, je pense que je fais une grossesse molaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. En gros, c'est un cancer, en fait. C'est pas une grossesse qui n'aboutit pas. C'est assez dangereux, c'est très rare. Mais c'est quand les taux de bêta-HCG sont énormes. Donc, nouvelle angoisse qui se crée, etc. Et en fait, il y a 2 possibilités. C'est soit je fais une grossesse molaire, soit il y a effectivement des taux très élevés, on ne sait pas trop pourquoi, soit j'attends 2 bébés. Donc ça, quelle était la bonne réponse? Donc là, on ne sait pas. Et donc moi, je dis à mon mari, je pense qu'il y en a 2. Ça, tu le sentais? Ouais, je sais pas, je le sentais. Mais alors, c'est drôle parce qu'en plus, quand j'en ai reparlé à des personnes qui me connaissent depuis que je suis enfant ou ado, j'ai toujours dit, je suis pas sûre d'être un jour maman, mais si un jour je suis maman, je pense que j'aurai des jumeaux. Comme quoi. Dire. Comme quoi, voilà. Bref, donc comment ça se passe ensuite ? On fait l'échographie dès cette semaine. Et là, je porte un masque de nuit ce jour-là parce que je veux pas savoir. Ouais, je veux pas savoir. Okay. Et en fait, je leur dis, si ça ne va pas, je ne retirerai pas le masque. Donc, vous me tapotez pour me dire... T'étais toute seule à ce moment-là ou Je suis avec mon mari qui est à ma gauche, ma gynécologue qui est quelqu'un d'exceptionnel, je ne citerai pas le nom, mais qui est exceptionnel. Elle est en train de checker. Voilà. Et donc là, ils me disent... mon mari qui tapote et là, elle lui dit « Ouais, je pense que là, vous pouvez retirer le masque. Hein. » Et là, donc, je retire. Et effectivement, il y a 2 bébés. Moi, je sens que je vais avoir les larmes aux yeux, autant pour les moments tristes, mais que pour les moments beaux aussi. Ouais. Donc là, il y a 2 bébés. Il y a 2 bébés. Il y a deux petits embryons. Et comment 2 petits tétards. Comment tu l'as vécu, justement, ce moment-là ? Est-ce que toi, qui étais justement angoissée juste avant cette annonce, est-ce que ton angoisse, elle a continué parce que justement, tu avais, entre guillemets, tu portais la vie de bébé, ou est-ce que en fait justement ça a totalement enlevé tes angoisses et t'étais soulagée de savoir que tout se passait bien et que t'avais 2 bébés? Déjà, peut-être que tu comprends pas au début pourquoi il y en a 2. Ouais, je sais pas trop. Je pose d'abord la question tout de suite, je me dis comment c'est possible, etc. Elle me dit, écoutez, il y a 2 options. La plus probable, et d'ailleurs c'est quasi sûr que c'est ça, c'est qu'en fait c'est l'embryon qui s'est divisé. Et donc, de toute façon, vous allez le voir, à la naissance, ils sont identiques. Ouais. Et on aura déjà une première piste à l'écho quand on saura les sexes des bébés.
Si en plus c'est le même sexe, bon, il y a de très fortes chances pour que ce soit ça. Et là, je pense que je réalise pas trop. Vous savez, un peu comme quand on est dans un film, un peu un film de Sofia Coppola, où on est un peu dans une forme d'abstrait. Je suis pas tellement dans mon corps, je sais pas trop. Je me rappelle juste que mon mari dit tout de suite, elle lui dit ça va monsieur, il dit je sais pas comment je vais faire avec les lits superposés. On dissocie complètement. On n'est plus dans la réalité dans laquelle on était auparavant. Tu te poses des questions un peu. Tu te dis, bon, là, je suis ailleurs, donc tu penses à plein de trucs. Il raconte n'importe quoi. Moi, je pense que je raconte n'importe quoi aussi. Et là, elle dit quelque chose... donc, il y a son infirmière assistante qui est aussi géniale, qui déboule dans la pièce et qui dit... parce qu'elle avait reçu les papiers de ce côté et tout. Elle dit, félicitations. Et elles se regardent toutes les deux et elles se disent, trop bien en plus, ce sont des bibis. Donc, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, elle me disait, elles sont dans les bébés sont dans 2 poches différentes. Ok. Et donc, ce sont les grossesses gémellaires les moins risquées. Ok. Rassurant. Voilà. Donc rassurant. Voilà. Mais en fait, moi, je suis là, sur le coup, je sais pas trop. Donc, je vais me coucher, je pose l'échographie sur ma table de nuit parce qu'en fait, je me dis que cette journée n'est pas arrivée. Et que donc, quand je me réveillerai, si l'échographie est toujours là, c'est qu'effectivement, ça a marché, que j'attends 2 bébés. Donc, je me réveille, l'échographie est toujours là. Et là, Spoiler. je me dis, ça commence. Okay. Et en fait, là, je plonge dans un stress énorme parce que j'ai trop peur que la grossesse ça s'accroche pas. Ouais. Voilà. Elle me dit surtout tout de suite que souvent, dans la gémellité, il y a un jumeau évanescent, donc il y a un des jumeaux qui part. Okay. C'est assez courant. Donc elle me dit, Là, t'étais à combien de semaines? Je suis à 7 mois semaines. 7 semaines. 7 semaines. Et donc, elle me refait quand même une échographie à 7 SA plus 5. Et là, elle me dit, bon, non, c'est bon, les cœurs battent bien, tout va bien. Okay. Parce qu'il y en avait un, en fait, à la première écho, le cœur était un petit peu plus faible. Okay. Donc, voilà. Mais là, les deux... nickel, ça accroche, voilà. Il y a toujours un tout petit décalage de taille, mais en fait, de taille et de rythme cardiaque. Enfin, tout va bien. Donc on est transféré immédiatement dans un hôpital et puis là on a une première expérience terrible dans l'arrivée dans la maternité où en fait je tombe sur un médecin, je sais pas s'il était mal luné ce jour-là, mais qui en fait me recommande de tuer l'une de mes jumelles, donc de procéder à une réduction embryonnaire parce que, je cite, je suis trop petite, trop fine, trop vieille. Donc j'avais 34 ans. Mais c'est hyper... peu importe qu'il soit mal luné ou non, tu peux pas dire ça. Toi, en tant que future maman qui justement a vécu des trucs compliqués, tu te prends ça en pleine face. Franchement, je sais pas. Et aujourd'hui, je t'avoue que je cherche même plus à comprendre. Oui, mais... Et puis, c'est peut-être son point de vue médical, en fait, et grand bien lui fasse. Mais donc, il est extrêmement alarmiste parce qu'en gros, ce qu'il nous dit, c'est que ce qui est important, c'est que c'est que mes bébés soient vivants. C'est pas, qu'un bébé soit vivant, c'est pas que moi j'y passe et que les bébés y passent. Il regarde surtout mon mari, pas trop moi. Que il y a... En gros, pour lui, il y a 50% de chances que je fasse une éclampsie et que j'y passe et que les enfants aussi. Qu'à partir de 6 mois, je ne pourrai plus respirer parce qu'à 6 mois, on est comme à terme. Voilà. C'était anxiogène pour toi de recevoir justement, même si tu te dis peut-être, en fait, il me dit ça, mais... Tu le prends au sérieux parce que c'est un avis médical, etc. Mais toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a justement mis une angoisse sur, en fait, je suis pas capable de pouvoir donner naissance à mes enfants? Ou est-ce que t'as culpabilisé? Alors, j'ai pas trouvé ça anxiogène. Je pense que le bon terme, c'est que j'ai trouvé ça dégueulasse. Ouais. J'ai trouvé ça immonde de dire quelque chose... d'avoir eu ce discours. En fait, ce qui a gâché... je vais être tout à fait honnête, qui a gâché tout mon premier trimestre jusqu'au résultat du DPNI. Donc finalement, en fait, moi, je refuse de faire cette réduction embryonnaire. Alors, il m'avait dit qu'il suivrait quand même la grossesse, mais de toute manière, j'avais pas envie qu'il me suive. Donc, tout de suite, on a bougé. Et donc, la grossesse se passe.
Et donc, la grossesse se passe, je fais ma T1. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, pendant toute cette période-là, j'ai des textes et des textes de vraiment de... En fait, je vis chaque heure, chaque minute, chaque seconde comme une torture. Parce que j'ai peur de les perdre. Ah oui, ok. J'ai peur de les perdre. J'ai tout le temps peur de les perdre. Donc, c'est infernal. Et en fait, comme c'est une période où moi, j'ai pas pris de poids avant 4 mois. Du tout. Donc, en fait, ça ne se voyait absolument pas. Et surtout, en fait, on les sent pas. À ce stade-là, ils sont tout petits, donc on sent pas les mouvements. En revanche, les symptômes, ça, par contre, ça y allait bien comme il faut. Voilà tout. Et donc, T1, et puis DPNI. Donc, c'est le test de trisomie, mais adapté aux jumeaux. Et là, on me dit que j'attends probablement 2 petits garçons. Voilà. Qu'on prévoit d'appeler Victor et Alexandre. Et en fait, là, je pense que j'entre dans la plus belle période de ma grossesse, donc le 2e trimestre, où enfin, déjà, j'annonce ma grossesse sur les réseaux. Ça se voit un petit peu. Ça se voit vraiment. Tous mes proches, en revanche, étaient au courant. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Ils étaient au courant avant même l'écho. La première écho. Oui. Donc nous on n'a jamais, tous nos proches ont été au courant très très tôt. Mais là c'est vrai que sur le côté vraiment public, de pouvoir me montrer, arrêter de cacher mon ventre, etc. Là je me dis bon c'est parti. Et d'une certaine manière ça me rassure, je pense, parce que ça rend un peu cette grossesse réelle. Voilà. Et là vraiment une très belle période. Alors effectivement j'avais une sciatique, donc j'ai commencé à avoir des douleurs. Assez vive, mais très rapidement je me suis mise au yoga prénatal, donc très important, faites-le, ça sauve. Et donc là vraiment j'entre dans une très chouette phase, très cool, mais qui va être de très courte durée, parce que c'est le stade où les bébés grossissent. C'est le moment aussi où on apprend on apprend en fait qu'on n'attend pas 2 petits garçons, mais en fait 2 petites filles. Spoiler, nous on le savait. Voilà, où en fait la médecin qui fait les échographies lui dit, elle passe, je lui dis c'est Alexandre, elle me dit non, ça c'est Alexandra. Donc je dis d'accord, et elle lui dit et ça non, ça c'est pas Victor non plus, c'est Victoria. Bref, donc jusqu'à 6 mois, c'est vraiment une chouette période. Trop bien. C'est vraiment une chouette période. C'est très bien. Mais effectivement, à 6 mois, je suis comme une femme à terme. Et là, je commence à souffrir d'une pubalgie, qui est une inflammation des ligaments de la symphyse pubienne, qui est assez courante chez les footballeurs. Au niveau de l'aine, c'est ça non, au niveau du pubis. Vraiment au niveau du pubis. Alors, c'est arrivé progressivement, mais c'est comme se balader avec un poignard entre les jambes. Sympa. Voilà, à chaque mouvement. Et ça commence à faire très très mal. T'es enceinte, donc c'est lourd, ça appuie, faut le porter, t'as mal au dos. Voilà. Surtout, ce qui était... c'est que moi, je suis un tout petit gabarit et que j'avais 2 gros bébés qui grossissaient et qui étaient plutôt grandes et avec des poids assez élevés, en tout cas pour des jumeaux. Et puis la canicule arrive. Mais ça, c'était en plein été de l'année dernière, du coup. J'ai accouché le 29 juin en pleine canicule. Je pouvais plus marcher. J'avais tellement mal à la fin. C'était vraiment un marathon, un gros marathon. Et j'ai eu une sage-femme exceptionnelle qui m'a suivie vraiment et qui me suit toujours. Mais c'est la fin, vraiment la fin. Et très, 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 très dur. Donc, j'avais normalement un déclenchement qui était prévu autour de 38 semaines. Mais finalement, je négocie en disant, là, j'en peux plus. T'as trop mal. Là, j'ai trop mal. C'est vraiment trop douloureux. Et je me rappelle que justement, ma gynécologue de l'hôpital, elle me dit, écoutez, Madame Berthelot, vous vous plaignez jamais. Jamais. Donc là, si là, vous dites que vous avez mal, c'est que vous avez vraiment mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer la date du déclenchement à 37. Bon, ça va pas louper, puisqu'en fait, à 35 semaines, j'ai perdu les os. 35 semaines et quelques. Entre-temps, juste avant, j'ai fait une cholestase gravidique. Donc, un truc... Alors, quand même, je vais en parler parce que c'est important. Si, pendant votre grossesse, vous vous mettez à vous gratter comme un chien qui a des puces,
et que vous avez aucune trace, pas de bouton, rien du tout, c'est probablement une cholestase gravidique, et donc il faut aller très rapidement aux urgences. C'est pas dans la paume des mains, il n'y avait pas quelque chose comme ça? Partout. Ça... Okay. Mais ça commence effectivement paume des mains et plante des pieds. En fait, alors je suis pas du tout médecin, mais en gros, c'est les acides biliaires qui sont plus assimilés, je crois, par ton corps. Enfin, je vais raconter n'importe quoi. Mais c'est un symptôme lié à la grossesse. Lié à la grossesse, et c'est d'autant plus... en fait, le cas arrive encore plus dans les grossesses multiples. Ok. Voilà. Et donc, il y a eu cette petite partie-là, mais ça a été pris très, très tôt. Okay. Donc, ça a été réglé très, très vite. Ok. Et donc, bref, voilà, perte des os... Accouchement. Très compliqué. Alors, j'ai accouché dans une maternité qui est pas anti-césarienne, mais qui est vraiment pas portée sur les césariennes. Moi, j'ai fait vraiment confiance à l'équipe médicale. Donc en fait, j'avais pas spécialement envie d'accoucher par césarienne ni par voie basse. Je savais pas trop. Tu voulais juste qu'ils sortent en bonne santé. Voilà. Et Exactement. Et on m'avait quand même briefé sur la manière dont ça allait se passer. Mais c'est vrai que tant qu'on l'a pas vécu, je crois que c'est difficile. C'est compliqué. Je crois qu'ils étaient 14 dans la pièce. 14. En fait, il y a 2 équipes médicales pour les grossesses gémellaires. Okay. Parce qu'il y a... qui doivent s'occuper de chacun des bébés. C'était nombreux. C'était vraiment nombreux. C'est pas du tout la petite bulle, le petit cocon intimiste qu'on imagine et qu'on nous montre. Pas du tout. Et en fait, moi, ma péridurale a mis du temps à être faite parce que... ça pouvait pas être simple, c'est sûr que ça pouvait pas... Parce qu'on était trop nombreuses à accoucher en même temps. Donc, il fallait que la salle se libère. Et des contractions... Alors, on m'a dit que déjà, des contractions pour un bébé sont extrêmement douloureuses, mais on m'avait prévenu que des contractions gémellaires allaient être... Horrible, insoutenable. Donc, ça n'a pas loupé. Voilà. Pas de répit dans ton histoire. Je ne sais pas qui m'a vu dans ce moment-là passer dans les couloirs, mais je hurlais de douleur. C'était infernal. Et je me rappelle que je tremblais comme ça quand ils m'ont fait la péri. Et c'est drôle parce que... C'est pas drôle, mais c'est surprenant parce que en fait, j'avais hyper peur de la péridurale. Et là, je l'ai attendu comme le messie. Mais ça, c'est quand même beaucoup de choses qu'on entend, le nombre de femmes qui ont peur des aiguilles, qui ont peur. En fait, le moment où on te met la péridurale, je pense, mais de ce qu'on m'a dit, vraiment, t'as qu'une envie, c'est que ça arrive et tu penses plus, quoi. Il fallait que ça arrive le plus rapidement possible. Enfin, vraiment, les douleurs étaient affreuses. Et moi, j'ai réagi à la péri comme une grosse camée. Donc ça a été besoin d'encore et encore et encore. C'est que effectivement, ça m'a un peu shooté. En revanche, j'étais peut-être un peu comme ça. Donc, j'ai pas eu tout à fait mais ils m'ont dit, oui, ça arrive. Donc, j'ai dit, OK, de toute façon... quand je prends des médocs ou que je fais des traitements, vous savez, les petites lignes... c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi. C'est toujours, dans le cas, 20% des gens, 10% des gens. Souvent, c'est... Voilà, moi, je l'ai. Et puis là, là, je pousse. Là, je pousse. Il y en a 2 à faire sortir. Mais la première sort pas et le cœur ralentit. Donc là, ils me disent, Madame, on va prendre les instruments. Donc je me dis, OK, bon, c'est parti. Mon mari, d'ailleurs, m'a dit qu'il avait... vraiment, il a cru que j'allais y passer. Il m'a dit, tes veines du front... J'ai cru qu'elles allaient exploser de ton visage. Et vraiment, t'étais... c'était terrible. Tu donnais tout. Et donc, Victoria est la première à sortir. Et je la vois, là, comme ça. Voilà. Et puis après, là, c'est au tour de Gabriel. Quand on a un accouchement gémellaire par voie basse, en fait, le premier bébé sort. Et ensuite, le gynécologue met sa main sous les côtes, attrape les pieds du deuxième bébé et en fait, fait des manœuvres pour le sortir. J'ai une sensation bizarre. J'ai eu une dose de péridurale parce que j'ai senti en fait ce qui se passait. Sauf qu'au dernier virage, en fait, Gabriel lève le bras. Et donc là, Gabriel en fait lève le bras et en fait son bras se fracture sur mon bassin. Et en fait, on m'avait prévenu que le deuxième bébé, quand il sort, souvent il est un peu comme ça. Mais là, je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et à savoir que
un moment un peu, donc je reviens un tout petit peu en arrière, mais un moment qui est assez particulier, qui est marquant, c'est quand en fait vous avez déjà sorti un bébé et qu'ils se remettent en position autour de vous et que là ils vous disent « Et madame, c'est reparti, on reprend une grande inspiration et on repousse !» Et là je me dis « Non mais je vais mourir, mais c'est pas possible !» Et d'ailleurs c'est des photos très personnelles, hein, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai une permanente naturelle. C'est-à-dire que j'ai les cheveux sur les photos. Les premières photos où j'ai mes 2 bébés posés sur moi, j'ai les cheveux frisés. C'est du jamais vu. Voilà tout. Donc, Et justement, tu parles donc de l'accouchement de tes filles, etc. Mais comment tu as vécu cette première rencontre avec tes filles ? Est-ce que, avec toute la grossesse, l'avant-grossesse, la grossesse qui a été compliquée, est-ce que tu arrives à te projeter dans ton rôle de maman lors de cette rencontre avec tes filles ? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que, en fait, la première fois que je les vois, en fait, j'ai peur. Je réalise que j'ai donné naissance à 2 petites filles, que ce sont 2 toutes petites choses. Je pense d'ailleurs de ma vie que j'avais jamais vu des bébés aussi petits. Et que, parce qu'en fait, dans les films, ils ont déjà 3 ou 6 mois, quoi. Donc, c'est pas dit tout ça. Et là, je réalise qu'en fait, j'ai surtout une énorme responsabilité qui m'incombe. Et qu'en fait, ce sont 2 petites personnes que je ne connais pas, qui sont 2 inconnus. Et je suis leur maman. Donc, en fait, là, je flippe. En fait, je flippe. Et je me posais la question aussi, mais est-ce que, justement, comme durant cette grossesse, tu as eu le temps, même toi, de te préparer au fait que, effectivement, le moment où tu vas rencontrer tes filles, tu vas avoir ce rôle de mère pour elles, mais comme ça a été tellement compliqué, est-ce que même à ce moment-là, la préparation, est-ce que tu te disais déjà, c'est ça, je vais être maman, tu vois ? Pas du tout. En fait, il y a 2 choses. La première, c'est effectivement ce fait que le premier point, c'est que comme j'étais très carriériste, je m'étais jamais vraiment projetée maman. Et le deuxième point, c'est que le parcours a été tellement difficile qu'en fait, moi, je me suis pas projetée mère. C'est la seule chose qui m'obsédait pendant cette grossesse, c'était de donner naissance à 2 bébés vivants et viables. C'était le seul... C'est le projet. C'est le projet. Voilà. Gestion de projet. C'est le projet. On va au bout de la grossesse. Exactement. Et je pense que j'ai échangé avec d'autres femmes qui, justement, étaient en parcours d'infertilité aussi. C'est que pour tenir dans ces parcours-là, en fait, on se dit que le bout du tunnel est au moment où tu es enceinte. Et puis, tu as un autre bout du tunnel qui est au moment où tu accouches et que ton enfant est vivant. Donc, en fait... C'est déjà tellement dur de gérer tous ces traitements, etc., qu'il faut que tu tiennes psychologiquement et physiquement. Comme si l'accouchement, c'était la fin de ce calvaire. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a après, quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a après ? Et donc, je pense que nous, on est encore moins préparés. Et de toute façon, en termes de charge mentale et de charge physique, si t'anticipes tout ça, t'y vas pas. En fait, tu te dis, c'est fini. Enfin, je peux pas vivre tout ça. Donc... Quand j'ai accouché, moi, la chambre de mes bébés n'était pas prête. J'avais le strict minimum. Donc oui, effectivement, déjà des petites poussettes. J'ai un tout petit peu de projection, mais en réalité, c'est plus que j'avais le matériel nécessaire de base, mais sans projection psychologique. Pas l'émotionnel derrière, peut-être. Voilà, c'est ça. Parce que j'avais tellement peur. Donc, me projeter, c'était me dire que j'allais peut-être m'attacher à quelque chose qui allait me mettre enlevée. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et là, les choses deviennent compliquées parce que déjà, j'ai un bébé avec le bras cassé. Au début, on ne sait pas si... donc, elle est transportée en urgence dans un autre hôpital pour faire des tests parce qu'en fait, à ce stade, on ne sait pas si elle va être handicapée à vie. Donc ça, déjà, c'est une entrée dans la maternité qui n'est pas très, très chouette. La deuxième, c'est que je ne peux plus marcher. Que, en fait, la pubalgie avec l'accouchement, c'est fois je ne sais pas combien. Que ça réveille ma sciatique. Je fais aussi de la rétention d'eau, mais quelque chose en pleine canicule, je vous laisse imaginer. Et puis très grosse aussi déchirure, on va le dire, parce que c'est un fait. Je pense qu'il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus. Et là, je me dis, mais... ça s'arrête quand ? C'est pas possible.
Parce qu'effectivement, quand la plupart des personnes commencent à voir la lumière, en fait, au bout de ce tunnel dont tu parlais, le plus dur commence pour toi et pour ta famille. On entend souvent parler des tranchées du postpartum. Est-ce que c'est un terme qui te parle à toi ? Alors, tranchée, non. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? L'enfer de la guerre, pratiquement. C'est le chaos. Il y a plusieurs éléments, je pense, qui m'ont marquée. Je crois que déjà, c'est la première fois que je vois mon corps dans le miroir. Et autant, c'est très beau quand les bébés sont dedans. Mais alors là, avec les seins qui pendent, les gouttes de lait qui commencent qui coulent, le ventre qui est... Enfin, le corps qui est tout abîmé. Et toi qui avais mal, du coup, aussi, en même temps. Et la souffrance, vraiment la souffrance physique est horrible. Enfin, j'ai pas d'autres mots. J'ai eu tellement mal. Et puis, il faut dire les choses. Je vais le dire dans ce podcast parce que je pense que c'est important de le savoir. Et c'est pas que je veux dégoûter des personnes parce qu'à nouveau, il y a beaucoup de bonheur dans cette histoire. Mais moi, j'aurais, je pense, aimé savoir qu'on se faisait dessus. Mais tu sais qu'effectivement, ça, il y a très peu de gens, je l'ai déjà effectivement entendu, mais qui en parlent, très peu de femmes qui en parlent. Et pourtant, en fait, tu vois, nous, dans les dîners de famille, avec nos mamans, avec nos grands-mères, etc., c'est des choses qu'on n'entend jamais ou que très rarement, peut-être dans les familles où ça en parle, effectivement, sans tabou. Mais je trouve ça hyper important de le dire parce que, en fait, le jour où ça t'arrive, du coup, soit tu te sens seule et tu vas te sentir... peut-être pas bien dans... Enfin, tu te dis, c'est dégueu, qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'en fait, il y a plein de femmes à qui ça arrive, quoi. Mais c'est merveilleux, tu viens de donner la vie. Mais, voilà. Sauf que, en fait, non, là, vraiment, c'est... la réalité. C'est affreux. Et en revanche, ce qui est fou, là, je me rappelle parce que je vois encore ma mère passer la porte de la chambre d'hôpital. Donc là, je suis sur ma chaise, je peux à peine bouger. Mon corps, oui, c'est tranché. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est un champ de bataille. J'ai mal partout. Et puis surtout, je dis que je suis tellement fatiguée. J'ai l'impression d'avoir jamais été aussi fatiguée de ma vie. Et j'arrête pas de dire, et j'ai dit ça pendant plusieurs semaines, je vais jamais m'en remettre. Je vais jamais m'en remettre. Je disais tout le temps ça. Et là, ma mère passe la porte. Je fonds en larmes. Et je la regarde, je lui dis, maman, tu sais. Et elle me regarde, elle me coupe la parole. Elle me dit, je sais. Mais je sais. Je sais, elle me prend dans ses bras, elle me dit je sais ce qui se passe, je sais ce que tu es en train de vivre. Elle me dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Là, elle me prend dans ses bras, etc. Elle me dit, je suis là, ne t'inquiète pas, je viens tout le temps, je suis là tout le temps, etc. T'étais entourée. Ouais, j'étais super, ça, pour le coup, j'étais super entourée, mais voilà. Et là, ça devient très dur parce que je suis épuisée. Parce que 2 bébés... parce qu'un bébé, c'est très, 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 très dur. Mais 2 bébés, c'était encore plus dur. T'étais déjà rentrée chez... Enfin, vous étiez donc déjà rentrée chez après, vous. on est rentrés. Et on déménageait. Donc, en plus... c'était, Ah oui. Et donc, effectivement, là, tu te retrouves... là où, à l'hôpital, t'es avec, effectivement, des personnes qui peuvent venir, etc. Là, tu te retrouves aussi seule avec ton mari, tes 2 filles... chez vous, à devoir gérer votre nouveau chez vous, en plus, à devoir gérer ça tout seul, à prendre des nouvelles habitudes. Ouais, pas les mêmes marques, des nouvelles habitudes, etc. Et puis, il y avait encore plein de cartons. Donc, j'ai encore une photo, d'ailleurs, des 2 landaux où les filles sont posées sur des cartons de déménagement, quoi. Donc ouais. Et là, c'est une période assez floue parce qu'en fait, je me disais à ce moment-là que, en fait, je comprenais pas pourquoi j'avais fait ces choix. J'arrivais pas vraiment à m'attacher aux filles. Je les trouvais très mignonnes. Je sais qu'il y a une part de moi qui les aimait, mais je sais pas. T'avais pas atterri encore dans ce rôle de maman qu'on t'avait peut-être idéalisé aussi. Peut-être. Et que toi, tu t'étais... Je sais pas. Avec tout ce parcours... J'avais tellement mal. En fait, les filles, le surtout, c'est que j'avais tellement mal, c'est que j'étais sous ibuprofène tout le temps, que cette pubalgie me faisait comme... Vraiment, chaque pas, chaque mouvement, c'était une douleur. J'avais vraiment l'impression d'avoir ce poignard entre les jambes. C'était hyper douloureux. La sciatique, tous les mouvements étaient compliqués. Je me sentais mal dans mon corps. Moi, ce qui m'a permis à ce moment-là de commencer à m'attacher à mes filles, c'est l'allaitement.
Ok. Donc, je me suis acharnée, je voulais absolument les allaiter et je l'ai fait. Et ça m'a vraiment permis de créer un lien avec elles. Alors attention, je culpabilise pas du tout les mamans qui veulent pas allaiter. C'est juste que moi, ça m'a permis et que c'était mon choix personnel, mais chacun fait comme elle peut et comme elle veut. Hein. Ça, on est clair là-dessus. Donc c'est une période difficile et puis le manque de sommeil. Quoi. Le manque de sommeil, je me rappelle qu'on a appelé ma mère à l'aide parce que ça faisait 36 heures. Qu'en 36 heures, on n'avait eu que 45 minutes pour se poser en 36 heures. Je le dis parce qu'entre ça, les coliques... et puis les bébés sont pas synchro en fait, c'est pas vrai. Et puis t'as 2 bébés que tu dois gérer. C'est pas... Comme tu disais tout à l'heure, t'as un bébé, c'est déjà compliqué. Mais là, c'est 2. Et ça pouvait être, je vous le dis vraiment, 20 couches, 20 biberons dans la journée. Et à côté de ça, quand on me disait, mais il faut dormir quand vos bébés dorment. Mais quand, en fait, quand mes bébés dorment, je vais faire mes besoins. Je vais prendre une douche. Mon cerveau est au ralenti. Je prends 1 minute pour répondre à un texto. Parce que j'ai besoin aussi d'avoir du lien social à ce moment-là. Puis en fait, il y a des lessives. Puis nous, il faut qu'on mange. Et la vie continue encore une fois. C'est la vie continue. Après, j'ai des meilleurs amis qui sont quand même géniaux et qui ont, en fait, avant qu'on arrive, on remplit notre congélateur de nourriture. Et ensuite, nos amis qui ont vu à quel point on était au bout du rouleau. Et on a eu plusieurs fois En fait, ils étaient trop mignons, ils nous amenaient des plats préparés en nous disant, on sait là, on sait. Et au moins, on est sûr que vous allez manger, quoi. Parce que effectivement, c'est bien que tu te dises que tu sois soutenue parce qu'une de nos questions, c'était aussi, justement, toi, tu dois aussi trouver ta place entre avoir cette nouvelle relation avec tes enfants et en même temps, tu souffres et t'en as marre. Est-ce qu'on t'a fait culpabiliser, tu vois, justement, sur cette étape de ta vie où t'étais tellement fatiguée que, tu vois, le fait que les gens puissent te dire, en fait... comme ce que la personne te disait, par exemple, tu dors quand tes enfants dorment, mais en fait, parfois, c'est pas possible parce que toi, tu as besoin de prendre du temps pour toi, de trouver ta place. Tu es censée être reconnaissante parce que tu as réussi à les avoir. Franchement, j'ai tellement de choses à vous dire là-dessus, je sais même pas par où commencer. Je pense surtout que quand une jeune mère vient d'accoucher, on attend d'elle qu'elle soit très souriante, qu'elle soit très heureuse et qu'elle soit dans le bliss. Voilà. Mais tout le monde ne l'est pas. Et en fait, j'ai surtout eu l'impression qu'on me faisait taire. Donc quand je disais que ça n'allait pas, souvent on me disait non mais c'est 2 fois plus de bonheur. Alors là. Ou on me répondait mais tu te rends compte quand même, tu pouvais pas en avoir, c'est un miracle. C'est une violence. Ce qui est on n'accueille pas ton désespoir en fait. Ce que toi tu ressens. Mais je pense que c'est encore pire parce que, en fait, pour moi qui suis quelqu'un qui... En tout cas, je pense que je suis assez empathique. En fait, ça me faisait d'autant plus culpabiliser par rapport à toutes ces femmes qui sont encore en parcours dans lequel j'ai été. Et donc, ça veut dire que moi, j'ai encore moins le droit que les femmes qui arrivent à tomber enceinte facilement de me plaindre ou de dire que c'est dur. Mais c'est normal. Donc tout ça, moi, ça m'a fait un micmac pas possible. Et autre point important, c'est que dans ma culture, on a le mois d'or, normalement, que je voulais absolument faire. Et, en fait, c'est dans ton cocon, c'est ça. Dans mon cocon. Personne ne vient, personne ne dérange. Voilà. Et normalement, on a une doula, en fait. Quelqu'un qui vient s'occuper de nous... qui nous fait à manger, qui permet justement au corps de récupérer et à la maman et au bébé de s'attacher. Et finalement, ça, j'ai pas pu y avoir droit parce qu'en fait, les jumeaux, c'est trop. Donc, c'était pas possible. Et pourtant, j'ai un mari absolument exceptionnel. Ma maman nous a tellement aidés. La famille de mon mari nous a aidés, etc. Mais parfois, je vous assure, on était 3. Et ça ne suffisait pas tellement il y avait de choses à faire. Toi, tu es d'accord avec cette expression de village ? Il faut un village pour accueillir un enfant ou 2 enfants. Ouais, il faut un village. Et je pensais tout le temps, je me disais, mais comment font les mamans de triplés ? Comment font les mamans de quadruplés ? Et je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est surtout que en fait, j'avais tellement peur qu'il leur arrive quelque chose que j'ai pas voulu en fait qu'elles soient en contact avec les microbes extérieurs pendant les 2 premiers mois.
Alors qu'en fait, c'est le moment où on avait le plus besoin d'aide. Il fallait qu'on soit aidé. Et finalement, on a appelé à l'aide. On a appelé au secours parce qu'on n'en pouvait plus. Et donc, on est parti une semaine. Parce que là, c'est une période où j'ai des idées très noires. Ouais, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on peut parler de... Enfin, tout ce que tu dis là, je pense que c'est un peu difficile de réaliser aussi, mais là, c'est extrêmement violent. On peut parler de burn-out parental, de dépression postpartum. Là, on est plutôt en dépression postpartum à ce moment-là. Et moi, je ne voulais pas prendre de médicaments. Donc, c'était mon choix. Je ne voulais pas du tout être mise sous traitement. C'est quelque chose qui est diagnostiqué ou est-ce que tu es suivie à ce moment-là ? Alors, je suis suivie toujours par la psy qui nous suivait après l'arrêt de ma première grossesse. Et ma sage-femme, qui les deux sont vraiment sur le... sur le sujet. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression postpartum, elle est très liée en fait, à la chute d'hormones. Et en fait, si je ne me trompe pas, à nouveau, je ne suis pas médecin, mais quand on a des jumeaux, des jumelles, les taux d'hormones sont tellement élevés que je crois qu'il y a 3 fois plus de chances de faire une dépression postpartum. Donc, je n'ai pas loupé la petite ligne. La petite ligne, je l'ai eue. Et effectivement, là, c'est terrible. C'est terrible. Les idées sont très noires. J'arrêtais pas de me dire que j'avais ruiné ma vie, pourquoi j'avais fait tout ça, que je voulais prendre l'autoroute à contresens, que j'allais me jeter sous les rames du métro. Je pensais parfois en me disant ah, mais c'est dommage parce que ça, je me rappelle encore, je me disais mais c'est dommage parce que je suis pas je crois que mon étage il est pas assez haut et que du coup je vais pas mourir, mais peut-être que si je me jette dans l'autre sens j'arriverai à me tuer, quoi. Donc c'est vraiment une détresse émotionnelle. C'est très compliqué, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai eu de la chance que j'avais des copines qui avaient traversé ça, et que d'ailleurs j'avais eu au téléphone à l'époque où ça leur était arrivé quelques années auparavant. Donc j'ai quand même capté que je comprenais rien du tout à leur état, hein. Donc j'essayais de les soutenir comme je pouvais, mais en fait je captais rien. Et surtout, elles me disaient, c'est les hormones. Et puis ChatGPT aussi, mes potes, pendant cette période, me dit, en fait, je réussissais à me convaincre à chaque fois que, en fait, c'était les hormones. Et que c'est mon cerveau qui déraillait. Qui jouait des tours et qu'il fallait pas l'écouter. Et qu'il fallait pas l'écouter, etc. Mais le fait est que j'allais pas bien du tout. Et que je pouvais pas aller mieux parce que j'étais épuisée, parce que j'avais trop mal, et parce qu'il y avait personne ne me trouvait en plus de solutions médicales pour aller mieux. Qu'en plus on est en plein été, donc c'était compliqué. Donc trop de douleur, je dormais pas, et c'était trop. Donc mon corps récupérait pas. Et à ce moment-là, tu parlais de cette situation sur les réseaux sociaux, justement, où tu disais que t'avais un petit peu expliqué ton histoire, expliqué ton parcours jusqu'à l'accouchement, etc. Mais est-ce que cette période-là, qui était extrêmement compliquée, t'as continué de le partager, ou est-ce que justement, en fait, même ça, tu pouvais plus le faire, enfin, tu te sentais plus capable d'assumer ce rôle sur les réseaux? Alors, déjà, sur les réseaux, moi, j'avais surtout vu, et je pense que c'est toujours le cas, que des belles vidéos. Postpartum parfait. Ouais, franchement. Mais même, je voyais des nanas, elles sont accouchées il y a une semaine, elles sont déjà avec leurs poussettes dehors, elles sont maquillées, elles sont canons et tout. Moi, j'étais encore avec mes couches, quoi, donc en fait, c'était pas ta réalité. C'est pas du tout ma réalité. Et c'est peut-être même pas la leur, c'est ça aussi, tu vois, le problème des réseaux. Alors, c'est que franchement, si c'est leur réalité, honnêtement, tant mieux pour elles. Et moi, j'aurais rêvé que ce soit ma réalité, mais en fait, c'était pas du tout le cas. Et s'il y a eu un moment de ma vie sur lequel je pense que j'aurais vraiment voulu m'effacer des réseaux sociaux, c'est cette période. Mais en même temps, j'avais aussi envie d'annoncer la nouvelle. Donc, je sais pas trop. C'est une période qui est pas claire, hein. C'est vraiment complexe. En revanche, quand on finit par aller moi, je finis par aller trop mal, et je sens aussi que mon mari, il est au bout de la route, qu'en plus, il va reprendre le boulot. Donc là, on décide de partir avec une nounou de nuit pendant une semaine, loin de chez nous, pour se reposer, etc. Et cette semaine, elle est salvatrice, parce que en plus, ma maman vient, on a eu des amis qui sont venus, etc. Donc c'est en plein cœur de la nature, etc. Donc c'était bien. Une bouffée d'air frais.
Ouais, petite bouffée d'air frais et puis surtout retrouver un peu le sommeil. Mais en fait, ce qui est compliqué, et ça, tu vois, c'est drôle parce qu'on oublie tout. Et là, ça me revient. C'est qu'en fait, moi, j'avais des gros problèmes de sommeil, même quand mes bébés dormaient ou même quand mes bébés sont gardés, parce que je suis en hypervigilance à ce moment-là. Dès que j'entends un bruit, dès que j'entends un truc, voilà. T'as peur constamment, mais peut-être qu'inconsciemment, ça vient justement de tout ton parcours, en fait. De tout, je pense que c'est un tout qui... Presque un syndrome post-traumatique, en fait. Voilà. Et j'en parle sur les réseaux. Et en fait, je pense que sur tous les sujets, on reçoit toujours 99,999% de messages adorables et positifs. Mais notre cerveau, il est câblé, le cerveau humain est comme ça, il est câblé pour retenir les trucs horribles. Ouais. Et d'autant plus quand tu es en postpartum et que ton cerveau, il vrille complètement. Et donc là, il y a plusieurs messages qui me reviennent en tête. Je me rappelle d'un message vraiment ignoble que j'ai reçu à ce moment-là, où j'annonce justement qu'on a fait cette semaine-là, qu'on a appelé à l'aide parce qu'on n'en pouvait plus, et qu'on est parti avec cette nounou de nuit et que je vais mieux. Mais en fait, j'avais pas annoncé que j'allais pas bien. Donc, mais je dis juste que j'ai traversé un moment difficile. Rien de te justifier. Voilà. Et je reçois plusieurs messages vraiment affreux, dont un tout particulièrement qui dit ne pas pouvoir avoir d'enfant, en faire, puis payer des gens pour s'en occuper. Je rappelle quand même qu'à ce stade, je boite encore. Enfin, chaque déplacement, pour moi, est horrible. J'ai des douleurs chroniques. Enfin, chaque soir, je pleure tellement j'ai mal. C'est les escaliers, monter dans une voiture, descendre d'une voiture, c'est... Chaque mouvement de cisaillement, de trucs. Et puis l'impact psychologique que ça a sur moi, où je me dis, en fait, je pourrais plus jamais courir, je pourrais plus jamais faire de vélo, je pourrais plus jamais nager de ma vie. Tout ça, en fait, là, je me dis, mais ma vie, elle est foutue, quoi. Elle est foutue. Et en plus, je peux pas m'occuper correctement de mes bébés aussi. C'est ça qui est très dur pour moi. C'est que comme je me sens handicapée, c'est comme, comment dire, comme si je voyais, en fait, la fin de ma vie bien avant, comme une projection. Et je me dis, mais en plus, je suis nulle, quoi. J'arrive même pas à m'occuper de mes enfants. La culpabilité, de la douleur physique, de l'épuisement, j'y arrive pas, un cocktail. Je m'en sors pas, je suis nulle. Parce que c'est quelque chose que tu avais déjà ressenti, parce que du coup, tu disais que tu étais effectivement carriériste, ambitieuse, etc. Et c'est vrai que parfois, dans le travail, on peut se mettre une pression, on peut se mettre... Et tu vois, est-ce que c'est la première fois que tu ressentais justement cette émotion, cette culpabilité, cette pression énorme ou est-ce que... Cette impuissance, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Déjà, le boulot, quand tu termines ta journée, tu te poses et tu dors. Tu peux pas quand t'es maman, en fait. Donc, ton cerveau, il s'arrête jamais. Ça se repose pas. Et puis, nous, on est deux personnes avec mon mari. On est assez... Alors, moi, je suis très carriériste. Lui, c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, on est très pro, très sérieux, très carré dans ce qu'on fait. Quand on part en vacances, on a des tableurs Excel, etc. Donc, un peu, voilà. On est surtout hyper perfectionniste. Donc, on voulait que tout soit parfait. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, des infos, t'en as dans tous les sens. Donc, on savait pas trop où aller. Puis moi, je voulais que tout soit parfait. Je passais, là, il y a encore quelques mois, je passais 1 heure par jour à détacher les vêtements de mes filles avec une brosse à dents. Puis je pense que les enfants, et j'en ai entendu beaucoup parler avec ma mère, mon père, etc. En fait, c'est vraiment la chose que tu peux plus ou moins... Enfin, c'est pas que tu peux pas contrôler, mais c'est qu'en fait, ça sera jamais exactement comme tu veux. Parce que c'est des êtres vivants et que tu peux pas, en fait, les contrôler et tout. Et je pense que, effectivement, quand de base, t'es très perfectionniste, c'est compliqué, je pense aussi, de lâcher prise, en fait. C'est ça, se lâcher prise de... En fait, tu peux pas tout contrôler et c'est normal que ça soit pas parfait, mais je pense que ça doit être compliqué à... C'était hyper compliqué. Et puis pareil, c'est-à-dire que je voyais aussi tous les bébés trop beaux, trop bien habillés sur les réseaux. Et moi, je voyais mes filles. Je me disais, mais en fait, moi, mes filles n'ont pas été habillées jusqu'à 3 mois. En fait, elles étaient en couche ou en body. Non, mais c'est super chaud. C'est la canicule, donc en fait, elles étaient en couche. Et sinon, je leur mettais un body tout taché. Enfin, donc j'ai pas de très belles photos de cette période. Je crois qu'il y a juste une fois où je me suis dit, c'est bon, là, je peux le faire. Mais sinon, non, j'ai pas de très beaux souvenirs. Bon, enfin bref, ça, c'est très superficiel. Mais c'est pour montrer, en fait, le niveau à quel point
je pense que je voulais que tout soit parfait et qu'en fait, je me suis complètement emmêlée dans un truc qui avait pas de sens. Et puis, il y a plein de messages qui me sont revenus, des messages que j'avais oubliés, notamment un qui m'avait particulièrement... que j'avais reçu juste après l'annonce de ma grossesse, que j'avais oublié, puis qui m'est revenu en pleine face en postpartum. Une personne qui me disait... tu réussis tout dans la vie. S'il y a bien une chose que j'aurais souhaité que tu réussisses jamais, c'était de tomber enceinte parce que c'est la seule chose que tu n'arrivais pas à faire. Mais comment on peut avoir autant de venin pour écrire des trucs aussi immondes à des gens qu'on connaît pas? C'est quand même... Rien demander. Enfin, c'est affreux. Et en fait, ce que je voyais surtout, c'est qu'en fait, les mères sont pas très bienveillantes entre elles. Quand je vois cette nouvelle génération d'hommes dont fait partie mon mari, et là on est beaucoup, en tout cas dans nos groupes d'amis, à avoir eu des enfants en même temps, et je les vois, les mecs, ils ont une fraternité, mais un truc... trop content. Quand ils se voient, bravo bro, t'es un super papa, trop stylé ce que tu fais, etc. Et même sur les réseaux sociaux, on voit les pères entre eux, ils se mettent des messages... hyper sympa. Alors, pas dans mon cercle proche d'amis que j'aime plus que tout et que je me permets aussi de remercier publiquement à travers ce podcast, qui ont été les femmes et les hommes les plus merveilleux du monde. Mais sur les réseaux, en fait, il y a comme cette forme de compétition d'être la maman parfaite qui choisit les meilleurs trucs pour son enfant, etc. Et un ton... Mais est-ce que c'est pas lié quelque part aussi à la pression, tu vois, qu'on met sur les femmes aussi, d'être une mère parfaite, en fait, mais le résultat est que au final il y a beaucoup de violence. Ça, sûrement, parce qu'en fait, je pense que l'héritage qu'on a de cette société où autrefois les femmes ne travaillaient pas, c'est qu'il y a quand même toujours cette forme de rivalité de qui sera la meilleure mère. Mais aujourd'hui, on travaille aussi, donc en fait, on doit avoir la meilleure carrière. On a cette injonction d'être canon après l'accouchement, de retrouver très vite sa ligne. Moi, je ne sais pas. J'ouvre des boîtes à questions très régulièrement. Je pense que systématiquement, dans ma boîte à questions, on me demande si j'ai retrouvé mon poids d'avant. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Enfin, c'est pas intéressant. Mais c'est révélateur. Mais c'est révélateur. Bien sûr. C'est très rare que ça soit la même chose pour les hommes, tu vois, pour les maris, pour en tout cas les pères de famille. Enfin, il y a moins cette pression. Complètement. Et c'est vrai qu'on en avait parlé dans un précédent épisode où justement, je pense que comme aussi t'es médiatisé, enfin t'es sur les réseaux, etc., t'es forcément plus confronté à la comparaison, ou en tout cas à ce que les gens se comparent à toi ou à ce que d'autres personnes peuvent faire. Et c'est vrai qu'à un moment, il y avait eu l'essor du côté un peu beige mom, les mamans minimalistes et tout. Et en fait, je pense que depuis ça, il y a eu aussi l'envie que les femmes ont eu de vouloir un peu casser ces fausses réalités et de vouloir un peu parler de leur réalité, de ce qui se passe réellement dans leur foyer après l'accouchement, quoi. Ouais. Mais je me rappelle à un moment avoir posé une question, parce qu'en fait, comme je tirais mon lait, je crois que je cherchais des biberons, enfin comment les chauffer, comment chauffer mon lait, etc. Je cherchais un chauffe-biberon. Et je me rappelle qu'une personne avait répondu sur cette question. Mais je comprends pas pourquoi on a besoin d'un chauffe-biberon. Les biberons se donnent à température ambiante. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais pourquoi répondre sur ce ton? Donc là, j'avais répondu, mais en fait, c'est parce que je tire mon lait. Donc comme mon lait, je dois le garder au frigo pour des raisons d'hygiène. En fait, je chauffe mon biberon, mais en réalité, j'ai pas à me justifier. Pourquoi tu me réponds comme ça? En fait, quel est l'intérêt de prendre ce ton? Donc voilà, ça a été une période un peu difficile, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai très peu finalement partagé. Je me suis recroquevillée. J'ai fini par reprendre finalement tous mes contenus qui sont totalement différents, des contenus d'expertise, etc. Déjà parce qu'en fait, ça me faisait du bien. Oui. Et puis que j'avais pas envie de parler de tout ça. Et t'avais jamais eu pour ambition non plus de faire un compte maman bébé, quoi? Non, pas du tout. Toi, tu voulais. Pas du tout, j'avais pas envie de ça. Après, aujourd'hui, mes enfants font partie de ta vie. Font partie de ma vie. Et je me prive pas du tout. Alors, je les cache, je cache leur visage, je leur mets des lunettes de soleil. En revanche, ça fait partie de ma vie. Mais ça, c'est pareil. Sur les réseaux, je me rappelle, une personne m'avait dit j'espère vraiment que tu vas pas publier du tout de contenu sur tes enfants et pas de contenu sur ta maternité, parce que vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse pas et les gens te suivent pas pour ça. Mais alors là, en fait, voilà. Mais vous voyez, c'est drôle parce que pour revenir sur la partie postpartum qui est compliquée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, cette personne me dit ça, je lui réponds, mais en fait, t'es pas contente, tu te casses. Ben oui. Enfin, et
en fait, ça fait aussi partie de mon quotidien, ça fait aussi partie de ma vie. Et en fait, à cette époque, quand j'étais tellement mal, en fait, je l'ai pris vraiment... comme une attaque personnelle. Il faut vraiment pas que je fasse ça. Mais vraiment, quand je vous dis, je déraillais, c'est que j'étais et parce qu'en fait, t'étais tellement vulnérable, je pense que ça ne pouvait que te toucher directement. Ouais, en fait. c'est ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé après de moins parler de tout ça et de ne pas le partager parce que... de te protéger, en fait. Ouais, de me protéger. Et puis, j'avais envie d'échanger avec personne, en fait sur tout ça. Puis, ça a commencé à aller mieux. La lumière, enfin. Ouais, un petit peu de lumière. Là c'était cool. Sauf que, en fait, il y a eu les premières poussées dentaires. Ok. Voilà. Et nos filles ont hurlé toutes les deux, chaque jour que Dieu fait. Du matin jusqu'à 23h minuit, je pense. Donc toujours pas de sommeil. Et si, un peu de sommeil, mais bon, il y avait toujours des biberons de nuit parce qu'en fait, tous les bébés ne font pas leur nuit à 3 mois. Hein. Voilà. Donc ça a été... C'était très dur. Et en fait, mon mari qui assurait beaucoup les nuits, etc., s'est retrouvé avec... en fait, dormait sur un petit matelas par terre. Et il s'est retrouvé avec un lumbago sciatique, la totale. En ayant repris le travail. En ayant repris le travail. Moi, j'étais toujours... donc, j'ai été suivie par un kiné, une ostéo exceptionnelle qui m'ont aidée à aller mieux. Mais les douleurs étaient toujours présentes. Et aujourd'hui encore, mes filles ont 10 mois, j'ai encore des petites douleurs. Donc, ça n'a plus rien à voir, effectivement. Mais c'est vous dire à quel point c'était douloureux. Et là, je pense que c'est notre couple qui a pris la gifle. C'est notre couple et nous, dans notre propre identité. Et en fait, on n'arrêtait pas de nous dire, vous faites un burn-out parental. La psy nous disait, vous êtes en train d'entrer en burn-out parental. Attention. Nos proches nous disaient, vous êtes en train d'entrer en burn-out parental. Et nous, non, pas de tout et on avait... et en fait, on redoutait les week-ends. Parce que... Alors que vous, dans votre couple... Ouais, parce que comment les gérer comment on allait gérer les enfants le week-end. Et puis ces hurlements qui ne s'arrêtaient pas, ça nous rendait fous, mais ça nous rendait fous et puis voir ces bébés souffrir. Y a ça aussi, c'est ça le problème, c'est le vrai fond, c'est ça, c'est qu'en fait les petites souffrent et on sait pas. T'es impuissant. Et on est impuissant, on sait pas comment faire. Et puis t'apprends aussi. Je veux dire, on parle de tout ça, mais c'est la première fois que vous êtes parents, c'est la première fois que vous êtes confrontés à ça. Il faut l'apprivoiser. On ne devient pas parent comme ça. Des fois, on idéalise un peu tout ça. On dit... comme si c'était inné. C'est inné, c'est intuitif. Tu vois, mais ça s'apprend. Le manque de sommeil, c'est de la torture. C'est horrible. C'est de la torture. C'est hyper difficile. Mais je pense que c'était trop, en fait. C'était... Gabriel né avec le bras fracturé, qui a eu un plâtre pendant pas mal de temps, qui ensuite a eu le bras tout tordu. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je continue à avoir son bras qui est légèrement tordu, mais pour moi, ça a été une contrariété. Je me rappelle que pendant les premières semaines, j'arrêtais pas de pleurer dès que je la voyais, dès que je voyais son bras. Parce que je culpabilisais aussi, alors que c'est pas de ma faute, c'est passé. Donc, c'est toutes ces choses-là. Après, elle voulait plus s'alimenter, on comprenait pas. On a mis des semaines à trouver qu'en fait, elle était RGO interne, comme elle avait pas de reflux. En fait, si, elle avait du reflux, mais elle vomissait pas. Donc, ça a été trop de choses. Puis après, il y a eu les poussées dentaires. Donc, c'était trop jusqu'au stade où, en fait, on avait... En fait, le burn-out parental, c'est le moment où on n'a plus d'émotion du tout. Et je pense que c'était tous les deux la même chose. C'est-à-dire que moi, je ressentais rien. Je ressentais pas d'amour, pas de haine. Juste éteinte. Comme une machine, j'étais éteinte. Je faisais ce qu'il fallait faire. Ouais, tu devais faire... des choses... tu devais t'occuper de tes enfants, tu t'occupais de tes enfants, voilà. c'est tout, quoi. Je bossais, mais plus rien. Mathématique. Plus rien. On tombait de sommeil, on était... Mais du coup, j'étais en hypervigilance, donc en fait, ça roulait pas. Donc, je me réveillais toutes les heures ou toutes les 45 minutes. Enfin, c'est une période très, très noire. Et vraiment, on n'a pas de... Nous, on se parle plus. Ouais. Si on me demandait ce que j'aimais à cette période de ma vie, j'en ai aucune idée. J'ai plus de passion, j'ai plus de temps pour moi, j'ai rien. Rien. Et là, je pense que tout explose durant les fêtes de fin d'année, où on fait face à un moment très, très difficile sur lequel j'ai pas envie de repasser, mais très compliqué, et où là, notre couple vraiment prend un coup et on se dit que ça va pas.
et qu'il va falloir trouver une solution le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, on va péter les plombs, quoi. Et vous la trouvez, cette solution ? Et cette solution, on l'a trouvée. Déjà, on a appelé à l'aide. Okay. Je pense que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que moi, le moment où vraiment c'est parti en vrille, et je remercie mes amis d'avoir justement parlé à ma mère à ce moment-là. Je rendais visite à mon beau-père à l'EHPAD et j'avais pas dormi depuis 4 jours. C'était très difficile à la maison et je m'étais échappée parce que je pouvais plus. Et j'étais en train de pleurer dans le jardin de l'EHPAD. Et là, mes amis ont eu ma maman au téléphone. Elles lui ont dit, en fait, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans 2 semaines. Il faut qu'elle dorme. C'est grave ce qui est en train de se passer. Elle va flancher. On veut pas qu'elle fasse une connerie parce que là, je repensais vraiment... je retournais dans mes idées très noires comment quitter cette vie que j'arrivais pas à gérer et que de toute façon j'étais tellement nulle, j'étais tellement une mauvaise mère, j'étais tellement rien n'allait et en fait je me suis endormie à l'EHPAD dans le lit de mon beau-père qui est un lit anti-escar. Je peux vous dire que j'ai jamais aussi bien dormi parce qu'en fait ça regonflait dans les moments et comme j'avais encore ma pubalgie à ce moment-là, c'était salvateur. C'était le bonheur. Et j'ai dormi, je crois, pendant 2 heures. Okay. Et en sortant de ce truc, j'ai demandé à avoir une chambre à l'EHPAD. J'ai demandé au directeur, non mais c'est terrible, j'ai des mails pour preuve. C'est drôle, mais ça allait même pas, c'est terrible. Voilà. C'est des anecdotes que tu te rappelleras toute ta vie. Et j'ai quand même son mail qui me dit désolé, on a bien pris en compte votre demande, malheureusement on peut pas vous accueillir. C'est pas le moment, madame. On peut pas vous accueillir à l'EHPAD. Non, vraiment, en fait, c'est pour vous dire, j'étais tellement au fond du gouffre que en fait qu'un EHPAD me faisait rêver. C'était en fait je les voyais passer avec leur chariot avec des plateaux repas, des couches, je les voyais, ils lavaient les gens, etc. Je me disais quel bonheur. prenez-moi que je reste là, je regarde. Et en plus il y avait les téléfilms de Noël qui passaient et j'étais comme ça, je me disais je me ferai toute petite, promis. je vais pouvoir dormir, etc. Donc vraiment c'était mon rêve à ce moment-là. Mais ils m'ont quand même dit, si vous voulez, vous pouvez poser un matelas, en gros, dans la chambre de votre beau-père. Ok. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait, parce que mes enfants me manquaient, je suis rentrée voir mes filles. Mais voilà, c'est vous dire à quel point... la détresse émotionnelle c'était trop. Et donc, on a appelé à l'aide. Et appeler à l'aide, ça veut dire, oui, prendre plus d'aide, appeler au secours. La gémellité, c'est difficile. Les mamans de triplés, de quadruplés, j'en parle même pas. Je sais pas comment elles font. Mais il faut savoir qu'il y a des aides aussi de la région. C'est pas une blague, en fait. Il y a vraiment des aides à domicile. Il y a plein de choses. Et nous, effectivement, bah oui, ça nous a coûté cher. Mais c'était des priorités. Et là, il fallait qu'on soit aidé. Reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est pas du tout un échec. Moi, je l'ai pris comme ça aussi, probablement parce que j'ai reçu des messages ignobles. Donc au début, je l'ai mal vécu. Mais en fait, aujourd'hui, non, je sais que j'ai pris la bonne décision. Et en fait, reconnaître qu'on n'y arrive pas, reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est la plus belle preuve de courage, en réalité. J'avais une juge d'instruction qui me suivait dans mes abonnés. Et quand j'avais parlé justement des nounous de nuit, qui m'avait dit « Mais merci d'ouvrir la parole sur ces choses-là. » Elle me dit, parce que moi, j'ai des dossiers en fait, de parents qui ont tué leur bébé. Des choses, en fait, c'est des faits divers, hein, mais ça va pas forcément sur les infos. Mais en fait, c'est courant, et parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils n'appellent pas à l'aide, parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de culpabilité d'appeler à l'aide. Et en fait, si on demande de l'aide, on est des mauvais parents. Mais non, pas du tout. Au contraire, je suis une bonne mère parce que je sais que je ne suis pas capable et que j'ai besoin qu'on vienne m'aider à m'occuper de mes enfants pour que mes enfants aillent bien. Mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de village. J'avais déjà effectivement entendu parler qu'à notre époque, c'est beaucoup moins le cas parce que justement avant, tu avais les femmes effectivement qui travaillaient pas et qui se voyaient entre voisines, dans la famille, etc. Le côté communautaire en fait, qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui. Et donc effectivement maintenant on l'a perdu et donc et pourtant on attend quand même la même chose des femmes et des familles, alors que en fait c'est pas possible. Tu peux pas continuer avec moins de moyens. Mais c'est ça. Non, c'est très dur et on parle souvent de l'isolement des jeunes mères. Alors moi, je suis toujours hyper admirative parce que je vois qu'il y en a plein tout de suite, bam, porte-bébé. Alors celles qui n'ont pas de douleur, effectivement, ou peu de douleur. Mais tout de suite, je les vois, porte-bébé, elles sont au resto et tout. Et
Ça, franchement, j'en ai rêvé quand je les vois et je me dis, je suis tellement heureuse pour ces femmes-là. Elles ont tellement de chance de vivre un postpartum comme ça. Mais en fait, alors, moi, déjà, j'avais mal partout. Ouais. Et bouger des jumelles au resto, même pas en rêve, en fait. Mais déjà, même la grosse poussette, moi, quand j'étais petite, je me rappelle, je me disais, moi aussi, je voulais comme ça. Je voulais être moi-même dans 2 poussettes. Je me dis, mais le truc est aussi déjà énorme Enfin, ça prend plus de place qu'un bébé, quoi. Mais notre sac à langer, c'est un sac de voyage. Ouais. Non, mais je le dis, c'est un sac de voyage. Ouais. On a un gros sac de voyage et dedans, on a les affaires. Les biberons, les machins, les lingettes. Donc ouais, tout x2. Donc Ouais. forcément, c'est beaucoup. Et puis après, il y a vraiment la très grosse lumière au bout du tunnel. Cette lumière, elle est là aujourd'hui. Et j'arrête pas de dire que c'est le meilleur âge. J'arrête pas de dire... je publiais une story hier, il faisait beau, et je disais mais que j'étais heureuse et que j'avais envie de transmettre ce bonheur à plein de gens, que tout passe. C'est vrai, Ouais, tout passe. Tout finit par passer. Et là, on est vraiment dans la période la plus... Incroyable, tu profites. Wow. Ouais, la plus waouh. Et parce qu'à nouveau, on a pris le temps. On a pris le temps, on a demandé, on a appelé à l'aide. Et on a aussi, nous, pour sauver notre couple, déjà, il a fallu qu'on se retrouve chacun de notre côté. Donc, lui, il a fait des choses de son côté. Il a vu ses copains, il prenait du temps pour lui, il jouait aux jeux vidéo, il faisait ses trucs. Qui lui faisait plaisir. Voilà. Ouais. Donc, on avait demandé de l'aide un peu le week-end, mais en tout cas, il fallait qu'il se retrouve. Moi, bah, pareil, j'ai un petit peu pris du temps pour recommencer à sortir et faire d'autres choses. Puis moi, il y a eu le côté carrière qui a été très dur pour moi, où vraiment, dans toute cette partie dépression postpartum, burn-out parental, il y avait ce côté où je me disais, mais j'ai ruiné ma carrière. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? C'est quoi l'après ? Je ne suis pas que maman. Je ne suis pas que maman. Et puis, je fais partie de cette génération. Je suis née en 90, où j'envie d'ailleurs ces générations plus jeunes qui ne se définissent pas par leur statut professionnel. Mais moi, je fais quand même partie de cette génération où le statut professionnel, le titre, compte beaucoup, tout ça, ça compte beaucoup. En fait, alors maintenant, c'est drôle parce que en quelques mois, finalement, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai réussi à me détacher de tout ça. Mais à cet instant T, en tout cas, c'est très compliqué pour moi. Et donc, finalement, j'ai pensé à moi. Je me suis remise... j'ai eu les bonnes rencontres, les bons moments, les bonnes retrouvailles qui ont fait que je suis repartie dans d'autres activités pro qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait me retrouver, qui m'ont fait sortir de chez moi, qui m'ont fait me rendre compte que je pouvais retravailler quand je le souhaitais. Et quand on travaille dur, on y arrive. Et qu'on peut avoir ce qu'on veut. Mais tout ça, fallait que je le retrouve. Revoir mes copines. Moi, souffrir de moins en moins. Commencer à... Alors, pas retrouver mon corps, parce que c'est pas du tout mon objectif de redevenir comme t'étais avant. Comme j'étais avant. Mais en revanche... me réapproprier ce nouveau corps. Oui, d'être plus ancrée avec toi-même, quoi. Me sentir belle. Ça, c'était super important, me sentir belle. Et là, je crois que c'est vraiment cette semaine où... Et parce que probablement que je me sens bien en ce moment, mais je fais beaucoup de drainage, etc. Mais vraiment, cette semaine, je me suis dit, et sans prétention aucune, où je me regardais dans le miroir, je me disais, pas canon. Mais c'est ça qu'on entendait bien sûr. Ça, c'était cool. Et même, je me rappelle, je suis allée voir mon mari et je lui ai dit, regarde, ça y est, je me rhabille bien. Je trouve pas que je suis trop stylée aujourd'hui et tout. Et j'étais trop fière. Et je disais au revoir à mes filles et je leur disais au revoir et tout. Et elles disaient, oh là là, maman, elle est belle. Et moi, je me disais, ouais, je suis belle. Et je me disais, je suis trop stylée. Et je me regardais avec Gabriel dans les bras, dans le miroir avant de partir. Et je me disais, maintenant je suis une maman stylée. Comme toutes celles que je vois sur les réseaux, elles sont trop stylées. Et j'avais envie d'être comme ça. Et là, je me dis que c'est bien. Et que, enfin. Et que enfin, donc juste toutes les histoires sont différentes. Ça, c'est la mienne. Et elle est comme ça, elle est comme elle est. Elle m'appartient. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui vont pouvoir se retrouver dans plein de petits bouts de cette histoire. Peut-être pas dans tout, parce que toutes les histoires sont individuelles, mais nous, on fait ce podcast aussi pour donner la parole à des femmes, pour que d'autres femmes se retrouvent dans tous les récits, dans tous les témoignages. Donc,
Merci pour ça. Donc, merci pour ça. Merci. Et il me semble que la communauté avait quelques questions quand même, des petites questions. On a abordé déjà beaucoup de choses, Ouais. mais il y avait certainement effectivement, quelques questions. Il y a quelques questions qu'elles nous ont posées. Il y avait une question assez intéressante qui était est-ce qu'une dépression du postpartum se soigne comme une dépression qui n'a pas de lien avec la maternité, on va dire? À nouveau, je suis pas médecin, donc je peux pas te dire. En tout cas, de ce que je sais, c'est que moi j'ai plusieurs copines qui ont été quand même mises sous antidépresseurs. Ok. Après, je pense que quand c'est trop grave et qu'on sent qu'on va vriller, il faut se faire suivre tout de suite. Hein. C'est très important. Dans notre malheur, on a eu la chance, nous, d'être suivis parce qu'il y avait le parcours de PMA. Et je pense que ça nous a justement évité peut-être une catastrophe. Donc tant mieux. Mais effectivement, après, je pense aussi que chaque dépression postpartum est différente selon les femmes. Mais déjà, nous, en préparant l'épisode, c'est une question qu'on s'est posée. Et donc, c'est très bien parce que tu l'as expliqué très clairement. La différence entre la dépression postpartum, le burn-out parental, et un peu tout ce qu'on entend qui sont en fait tous liés à la même chose, mais qui sont toutes différentes et qui traitent, tu vois, la dépression postpartum, ça va te concerner toi. Peut-être que le burn-out parental, effectivement, ça concerne les deux parents, le couple, etc. Donc, effectivement, c'est aussi hyper précieux de pouvoir entendre ces témoignages pour savoir ce qui peut potentiellement... Enfin, tu vois, nous qui ne sommes pas mamans, au moins, ça permet nous aussi de savoir... Non, mais tu vois, de savoir si... non, mais voilà, d'en savoir un peu plus, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout dites... qui sont un peu passées sous le tapis, quoi. Mais vraiment, ce qu'on a parlé de sujets très difficiles, ce que je veux pas, c'est faire peur à tout le monde parce que c'est pas le cas et parce que je vous assure que j'aime... Enfin là, aujourd'hui, on vit des moments avec nos filles, mais c'est la folie, c'est tellement incroyable et je me dis, mais comment mon cerveau a pu dérailler à ce point-là pendant ces périodes-là pour que je sois aussi malheureuse, pour que j'ai des envies aussi noires, alors qu'aujourd'hui, je suis tellement heureuse, mais tellement heureuse, je les aime tellement. La seule chose qui me fait envie, c'est de me dire que juste après, je prends un taxi et que je vais retrouver mes filles. Donc, ouais. Mais du coup, ça fait un peu écho à la dernière question, je trouve. Oui, exactement. Qu'on voulait te poser, c'était donc après avoir vécu tout ce parcours hyper compliqué et cette dépression postpartum, après cette première grossesse, est-ce que tu te projetterais dans une nouvelle grossesse? Est-ce que après avoir vécu tout ça, comment tu vois la suite? Décorrélé, je pense aussi du fait de si oui ou non tu veux un autre enfant. Voilà. Tu vas juste bien sûr. Toi en tant que femme. Alors vous allez, c'est bizarre, mais vous allez voir à quel point mon cerveau déraillait en dépression postpartum. C'est que j'ai pensé à refaire une FIV. Okay. D'accord. Pendant les... Non mais quand je vous dis les filles que c'est vraiment... Mon cerveau était... c'était l'univers de Bob l'éponge dedans, c'est que vraiment, c'était très compliqué à ce moment-là. Mais pourquoi ? Parce que je me disais que j'aurais peut-être un petit garçon. Ok. Ouais. Non, mais parce que 35 ans, donc c'est le moment, on le sait, où la qualité ovocytaire, enfin déjà que moi, même si finalement on sait que... Oui, parce que ça je l'ai pas dit, je suis tombée enceinte naturellement, pardon. Ça, du coup, je l'ai donc, pas dit, mais... un des deux bébés... Oui, en fait, les deux jumelles, et il y en a une qui a été conçue naturellement et l'autre, c'est l'embryon. Et ça, c'est hyper rare, non ? Parce qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Okay. Donc, elles sont, ah oui, donc c'était pas... Oui, c'est ça, c'était pas l'embryon qui s'est divisé, effectivement. Ouais. C'est pas l'embryon qui s'est divisé. Non, c'était la deuxième option, la moins probable. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Okay. La petite ligne, voilà, c'était ça. Donc oui, je me suis dit, peut-être un petit garçon. Et puis, je me suis dit, au moins, je mets ça de côté. Je refais une FIV parce que là, comme ça a réussi... j'y retourne. Ouais, tout d'un coup. Et puis, comme ça, c'est fait. Ouais. Et puis, en plus, là, j'ai beaucoup moins de stress parce que comme je suis déjà maman de 2 enfants, je le vivrai bien moins mal psychologiquement. Et puis, de toute façon, si finalement on change d'avis, je ferai le don des embryons. Comme ça, il y a d'autres parents qui seront heureux et qui pourront vivre ce qu'on vit. Enfin, ce qui en soi est très bien. Mais c'est juste que... Enfin, à ce moment-là, je peux toujours pas marcher, quoi. Oui. C'est pas possible. Et je me rappelle quand même que j'en ai parlé à ma sage-femme qui est tellement gentille, que j'adore, qui me dit on va peut-être attendre.
là, je conseillerais pas quand même. Mais elle est tellement adorable. Non, parce que, on va se détendre. On en Je suis pas reparle. sûre. Et elle est pareil, et mon ostéopathe aussi, qui est absolument fabuleuse et qui m'a aussi sauvée. Et pareil, qui me dit, je sais pas si c'est une bonne idée là de repartir. Vous avez vraiment envie, non? Parce que mais elles sont hyper mignonnes parce qu'elles cherchent vraiment pas à me brusquer, mais en même temps à me faire comprendre que Non, ça, non, c'est pas pas du tout, maintenant. là, en Ouais. fait, ça va pas. Parce qu'en plus, en même temps, je pense que mon discours est incohérent. C'est-à-dire que je leur dis, Ouais. là, je pense quand même que j'ai un peu envie de me tuer. Et puis après, je leur dis ça. Donc bref, n'importe quoi. Et là, ces derniers temps, la question s'est reposée, effectivement. Plus sur le fait, est-ce que c'est fini ou pas? Ok. Bien sûr. Est-ce qu'on aura un troisième enfant? Il n'y a pas de réponse. Ok. Il n'y a pas de réponse, à ça. Mais tu te projetterais potentiellement dans une nouvelle grossesse où, tu vois, en fait, c'était surtout, effectivement, comme tu as vécu des choses compliquées, Ouais. est-ce que tu te revois, te remènes dans ce cheminement de faire un nouveau parcours de FIV, de PMA, etc. et de pas savoir comment ça va se passer? Enfin, est-ce que tu as des appréhensions? Ou est-ce que justement la violence de ce que tu as vécu Ouais. te fait te dire non, pas du tout? Ouais. Alors, le truc, c'est que moi, je suis assez résiliente comme nana. Et en fait, j'ai vécu des choses assez compliquées dans mon enfance et dans ma jeunesse qui font que je suis assez acharnée dans pas mal de trucs. Donc, je suis prête à recommencer des trucs. Donc non. Donc la réponse, ouais, la réponse, c'est Ça plutôt te fait non. pas peur? Ouais. Cela étant, non, je dirais pas que ça me fait pas peur. Si, Ok. ça me fait peur. Ok. C'est plus que j'ai pas envie là de refaire un enfant pour les mauvaises raisons. Ouais. Ce qui s'appellerait faire un enfant pansement. Hmm. Parce que tout ce que je vous ai raconté, les moments là où je souriais et je vous disais cette grossesse de rêve, cette grossesse que je vois sur les réseaux sociaux, ce postpartum de rêve, etc. Je pense qu'il y a une partie de moi qui veut guérir ce qui est arrivé et que je veux mettre un pansement Ouais. et donc faire ce bébé pansement. Et ça, il faut que je passe complètement outre en fait ce point-là. Donc peut-être qu'un jour, je me dirais que de toute façon, là, il va pas falloir trop tarder parce qu'en vrai, c'est un peu les 5 dernières années là, sur lesquelles on peut se motiver ou pas. Mais à chaque fois, je me dis, pourquoi pas? Et puis après, je me dis, en fait, moi, la période nourrisson, c'est pas trop mon truc. Ouais. Voilà. Là, c'est génial avec mes filles parce que maintenant, on interagit. Parce que elles ont 10 mois là? Elles ont c'est 10 ça? mois. Et Ouais. donc là, c'est super. Mais effectivement, là, me reprojeter dans une grossesse, à chaque fois, je me dis, et si tu refais une pubalgie? Et si tu refais une dépression postpartum? Ouais. Et si cette fois-ci, ça va pas? Voilà, donc il y a tout ça. Et puis, il y a aussi l'autre point. Tu es vraiment prête à retourner en FIV? Et tous les risques que ça entraîne. Tous les risques que ça entraîne. Est-ce que... Voilà. Mais bon, il s'avère que je suis quand même tombée enceinte naturellement. Donc, on se dit que peut-être qu'un jour, sur un malentendu, bon, on sait pas. Mais voilà, est-ce que je suis prête à revivre tout ça? Et c'est aussi pour ça que je vous disais que je pense que dans mon cerveau, quand j'étais dans cette dépression postpartum, où je me disais, j'y retourne maintenant. Parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui a peur de retourner en FIV avec le stress de l'échec, en fait, que ça ne fonctionne pas, de revivre les montagnes russes. Et comme là, je suis au stade où je me dis, bon, why not? Je me dis que si ça foire, c'est pas très grave. C'est moins grave. Donc pour terminer cet épisode, comme tu le sais, le podcast s'appelle B comme beauté. Et on avait envie de te poser la question qu'on va poser à tous nos invités sur ce podcast, qui est quel est ton B à toi? Celui qui représente le mieux ta vision de la beauté aujourd'hui, mais surtout du sujet dont on a traité sur cet épisode, qui est le sujet du postpartum et de la grossesse et de ton parcours, surtout. Oui. Il va y avoir plein de B. Donc, effectivement, B comme baby blues, B comme burn-out parental, qui devient beaucoup de bonheur pour 2 petites beautés. Oh, j'adore. Voilà. Parfait. Plein de B. Ouais. B comme beauté. B comme beauté. Mais tout passe. Et c'est, je pense, la phrase pour finir et le meilleur conseil qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent. Merci infiniment, May, de nous avoir confié ton histoire. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de B comme beauté. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible sur absolument toutes les plateformes, sur Spotify, sur Apple Music,
Sur Deezer, sur YouTube. Vous pouvez également nous retrouver, et Maï aussi, sur Instagram, sur TikTok. Exactement. Un peu partout finalement. C'est ça. Et n'hésitez pas à nous conseiller des invités, à nous poser des questions sur la communauté disponible sur blissteam.fr. Encore un grand merci Maï d'être venue raconter ton parcours sur le podcast. Merci pour votre accueil. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.